Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Dans cette émission, nous allons parler de la nutrition et du bien-être. À ce titre, nous avons invité Monsieur Erwin Van Uffel, psychologue clinicien qui fait partie de l'équipe de l'Espace Santé Famille. Il est aussi biologiste et assistant social. Il est spécialisé en psychonutrition. C'est un peu notre expert corporel à l'Espace Santé Famille. Il est très concentré sur le bien-être corporel. Merci d'être avec nous, Erwin. Merci de m'avoir invité. Nous avons avec nous aussi le docteur Girard Aurore, qui est médecin généraliste de 0 à 99 ans, qui voit un petit peu tout le monde en consultation. Elle reçoit au centre médical Lanec, qui est avenue d'Hippocrate à Woluwe-Saint-Lambert. Elle est donc médecin généraliste et elle va un petit peu nous éclairer aussi sur les aspects plutôt médicaux de la nutrition et de l'impact de l'alimentation sur la santé. Bonjour Aurore. Bonjour Virginie, merci de m'avoir invitée. Merci d'être encore venue. J'aime bien réinviter des personnes qui peuvent nous parler de plein de sujets différents sur Santé pour tous. Alors nous attendons encore Madame El Boustati. Je lui ai dit de courir, de se dépêcher et de monter jusqu'au 4e étage dans nos studios chez Arabelle. Donc Madame Rachida El Boustati est diététicienne et nutritionniste. Elle est spécialisée en profilage alimentaire. Elle est aussi fondatrice du BioBowls. Donc elle viendra un petit peu nous expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors bienvenue à Madame El Boustati et dépêchez-vous, nous vous attendons dans notre studio. Alors l'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille qui est situé chaussée de Louvain 51 à Saint-Josse-ten-Noode. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. Nous répondons également à toutes vos questions via la page Facebook de l'émission Santé pour tous. Actuellement, vous êtes aussi en direct. Nous avons fait un live Facebook sur la page Le Blic Virginie puisque je suis l'animatrice. Et donc, comme ça, vous pourrez accéder directement de visu et voir la tête de nos invités, donc c'est encore mieux. Voilà, Rachida est avec nous. Voilà, comme ça vous pourrez aussi voir la tête de Rachida sur Facebook. C'est Rachida, si tu ne suis pas, voilà, comme ça tu sais, on est en direct sur Arabelle et nous faisons un live Facebook aussi sur la page de Le Blic Virginie. Donc, merci d'être avec nous, Rachida, et de nous avoir rejoints. Tu dois juste mettre ton casque, bien parler dans le micro. Parfait. Voilà, je vous entends parfaitement bien. Super. Alors, la nutrition, c'est un besoin fondamental qui répond aux besoins de l'organisme. Avec une pratique régulière de l'exercice physique, elle est un gage de bonne santé. Malheureusement, de nos jours, différents facteurs font que nous cherchons la facilité en mangeant des plats de restauration rapide, des plats préparés. Pourtant, l'OMS nous indique qu'une mauvaise nutrition peut entraîner un affaiblissement de l'immunité, une sensibilité accrue aux maladies, un retard de développement physique et mental et une baisse de productivité. C'est pourquoi en ces temps de Covid et de blocus, nous avons choisi de nous attarder sur ce sujet avec nos spécialistes parce que c'est vrai que on a quand même des étudiants qui sont en blocus, qui vont peut-être vite succomber au grignotage. On est aussi en période Covid où on est parfois un peu longtemps à la maison, on s'ennuie et donc quand on s'ennuie, on va aussi grignoter. Et donc on s'est dit on va quand même parler de ce sujet parce que finalement l'alimentation ça a quand même un sacré impact sur la santé. Donc je vais commencer avec Madame El Boustati. En quoi consiste le métier de diététicienne et quand faut-il aller chez une diététicienne? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Oui. Merci pour l'invitation à cette émission qui est topissime. Alors le métier de diététicien, c'est vrai que c'est l'expert, le professionnel de la santé, expert en nutrition, qui permet aux gens de réapprendre à manger, à mieux manger, apprendre à écouter ses sensations, à différencier de la faim, de la satiété, de la envie, la soif, apprendre un peu à écouter son corps. C'est de définir quelque part un certain bilan nutritionnel, personnalisé, et ça c'est du cas par cas. Donc, aller consulter une diététicienne, j'ai envie de dire que s'il y a des soucis qui apparaissent au niveau poids, au niveau santé organique, là oui, il y a quelque part l'expert de la nutrition à aller consulter et voir un petit peu voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à son assiette. Mais on peut aussi aller voir une diététicienne, pas forcément si on est en surpoids, mais par exemple, si on se dit j'ai envie d'améliorer mon alimentation ou ma manière de m'alimenter au quotidien, et la diététicienne peut donner des conseils par rapport à ça.
Exactement. Donc pas spécialement quand il y a vraiment un souci organique, mais on peut très bien, par curiosité, j'en ai pas mal qui viennent en consultation, comme je fais du profilage alimentaire, donc ils viennent par curiosité découvrir un peu leur profil alimentaire et de se dire, voilà, j'aimerais vraiment apprendre à connaître un peu mon métabolisme et quels aliments conviennent parfaitement à mon métabolisme. On en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'on peut développer plein de pathologies alimentaires. C'est tout ce qui est oral. Enfin voilà, ça signifie beaucoup de choses au niveau psychologique aussi. Mais vous consultez aussi, par exemple, pour les enfants. Imaginons les enfants qui mangent beaucoup de sucreries. On voit par exemple des diagnostics d'hyperactivité, alors que parfois, quand on change l'alimentation, on voit qu'il n'y a pas d'hyperactivité et que que finalement on peut aussi conseiller pour les enfants une certaine alimentation. Tout à fait, tout individu, tout humain qui s'alimente ont besoin de conseils alimentaires inévitables, donc ça peut aller enfant, ado, nouveau-né qui est au sein, jusqu'à une personne âgée qui a besoin de se réalimenter ou qui est en dénutrition. Donc tout à fait, un diététicien c'est aussi de 0 à 99 ans, comme le docteur Girard. Exactement. Dans la même catégorie, donc c'est pour tous. D'accord, ok. Alors, du coup, docteur Girard, c'est quoi la différence entre un diététicien et un médecin généraliste qui va peut-être s'intéresser aussi à la nutrition? Eh bien, comme le disait notre ami, c'est que globalement, un diététicien connaît son métier, c'est la nutrition. Donc, il connaît la nutrition, c'est son métier, c'est vraiment son corps métier, son corps business. Il ne fait que ça. Voilà. Le médecin va s'intéresser à la nutrition et va pouvoir donner des conseils nutritionnels en relation avec une pathologie, en relation avec des soucis de santé qui pourraient être liés à l'alimentation. Mais classiquement, voilà, certains médecins se spécialisent particulièrement en nutrition et vont avoir plus ou moins de connaissances par rapport à la nutrition. Mais l'idée, c'est vraiment d'abord de soigner la personne dans sa globalité. Et donc, ça va être aussi parfois de pouvoir soigner la maladie, comme par exemple un diabète qui serait lié à des problèmes alimentaires. Et donc, on va pouvoir conseiller aussi bien au niveau alimentaire que par des traitements médicamenteux. Ah oui, voilà. Donc vous devez pouvoir jouer de manière générale sur toutes les facettes. Et parfois peut-être travailler en collaboration avec un diététicien. Tout à fait. Ça, je pense que c'est essentiel. Ouais, voilà. Alors, Madame El Boustati, quelles sont les demandes les plus fréquentes que vous recevez en tant que diététicienne, par exemple? Les demandes les plus fréquentes, c'est vrai que je pense que vous connaissez la réponse. Très souvent, on vient consulter un diététicien pour une perte de poids. Ouais. J'ai envie de dire, c'est pas l'unique et la seule. C'est ça. Faudrait le faire de manière préventive, en fait. Préventif, et aussi pas mal de pathologies qui sont liées au niveau organique, métabolique, diabète, le syndrome métabolique, hypercholestérolémie. On a également l'hypertension artérielle on peut totalement donner des conseils, des plans alimentaires personnalisés sur base de ces pathologies-là. Et donc, beaucoup de personnes, c'est vrai qu'elles associent le diététicien comme seulement pour une perte de poids. C'est ça. Et ils tiennent pas compte qu'il y a des pathologies qui peuvent être réglées avec une aide alimentaire, mais toujours en complémentarité avec d'autres spécialistes de la santé. C'est vrai que quand on a un problème de tension, on va pas se dire directement j'allais chez une diététicienne. Voir mon alimentation. C'est vrai. Mais d'abord, c'est le médecin en général. C'est le médecin qui envoie. De toute façon, j'ai pas mal de prescriptions médicales, donc c'est le médecin qui envoie et qu'on revoit un petit peu le protocole et voir un peu niveau alimentaire où est-ce qu'il y a le souci. Et donc, c'est pris en charge par l'INAMI, les consultations tout à fait. Diététiques. Donc c'est reconnu, le titre de diététicien nutritionniste. Donc on a une agrégation à l'INAMI, donc il y a un numéro d'INAMI, donc c'est totalement remboursable aussi. Les patients sont remboursés s'ils viennent faire des demandes. Tout à fait. Pas mal de mutuelles reprennent quelque part les prises en charge qui sont remboursables par la mutuelle, donc sans souci. Ok. Alors, je viens un petit peu vers Monsieur Van Nuffel. Y a-t-il un lien entre l'alimentation et la santé mentale? Et est-ce qu'il y a des études qui parlent de cela? Oui, il y a beaucoup de liens. Et donc, en général, quand on pense à l'alimentation, la santé mentale, on pense à l'anorexie. Ça, c'est très connu, anorexie, boulimie. Bien sûr, l'obésité. Beaucoup de gens savent aussi qu'il y a un lien avec l'état mental de la personne. Mais ce n'est pas la seule chose. Donc maintenant, on a des études qui prouvent que, par exemple, la dépression, ça a aussi beaucoup de liens avec la nutrition. Et donc, on peut même traiter
les dépressions, des autres maladies, on peut les traiter par l'alimentation. Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Avec des régimes, par exemple, ou des manières de s'alimenter différentes qui pourraient aussi réguler hormonalement, par exemple? C'est ça, hormonalement. Donc, il y a beaucoup de traitements maintenant qu'on est en train de développer. Mais même quand je parle avec des professionnels de la santé, ils ne savent pas qu'est-ce qui est le lien avec l'alimentation et la psychologie. C'est vrai. Donc, ils disent, oui, si vous voulez suivre un régime, il faut peut-être aller chez un psychologue pour la motivation ou quelque chose. Mais il y a des liens plus profonds que ça. Et donc, on peut voir que maintenant, on est en train d'étudier tout ça. Et il y a aussi un lien très profond avec notre microbiome. Donc, les bactéries qui vivent en nous, qui font la digestion. Parce que, en effet, le système de digestion est en contact intime avec nos cerveaux. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très nouveau aussi. Donc, les scientifiques ne savent pas encore très bien comment ça fonctionne, qu'est-ce qui peut influencer. Mais c'est ça ce que fait la psychologie nutritionnelle. Donc, la psychologie nutritionnelle, ça va voir, c'est un domaine psychologique qui est fortement biologique et qui va voir qu'est-ce qui est la relation avec tout ce qui est biologique dans nos intestins et qu'est-ce que ça donne au niveau du cerveau. Oui, on dit souvent que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. C'est ça. On entend ça très régulièrement. C'est ça. C'est-à-dire que si notre intestin va mal, parfois notre humeur peut changer aussi. Vous diriez ça aussi? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, on voit souvent que la dépression, ça peut arriver chez des gens qui ont eu beaucoup des antibiotiques. Mm-hmm. Donc, quand notre flore intestine n'est pas en ordre, on peut développer des maladies psychiques. Et vice-versa? Et vice-versa, oui. C'est-à-dire quand on n'est pas bien, on peut aussi constiper, diarrhée, etc. Ça impacte aussi, notre santé mentale impacte aussi par exemple, notre intestin. Par exemple, le stress au travail. Si on a beaucoup de stress au travail, ça va avoir un impact avec notre digestion. Oui. On se doute pas de tout ça. Je pense que nos auditeurs vont découvrir des choses aujourd'hui. Moi, j'ai découvert tout ce qui était nutrition avec Erwin, parce que c'est vrai que je savais certaines choses, mais pourtant je suis quand même psychologue spécialisée, mais je ne savais pas à ce point-là que l'alimentation pouvait impacter la santé mentale, la santé physique, parce que la santé physique aussi, ça impacte très très fort. Ça, donc, docteur Girard, du coup, quelles sont les maladies qui peuvent être causées par une alimentation malsaine, par exemple? On a déjà cité quelques-unes, donc effectivement, les problèmes de cholestérol sont celles auxquelles on pense en premier, le diabète, mais aussi pas mal de pathologies cardiaques. Alors, on n'y pense pas toujours, on se dit, bon voilà, mais c'est la conséquence. Pourquoi? Parce que, en fait, une mauvaise alimentation va créer des facteurs de risque. Et donc, ça ne crée pas forcément une maladie directement, mais ça va favoriser plusieurs états qui vont donner des problèmes. Et alors, voilà, on connaît tous les problèmes liés à l'obésité, les douleurs articulaires, les problèmes rénaux. Donc, globalement, je pense qu'on peut dire une bonne partie de pas mal de maladies. En tout cas, que l'alimentation joue dans beaucoup de choses. Il y avait, j'ai beaucoup de patients qui viennent chez moi aussi pour de la fibromyalgie. C'est pas encore très connu au niveau médical. Il y a beaucoup de débats sur ce qui se passe dans le corps, mais même aussi, j'ai vu des patients qui, quand ils avaient changé leur alimentation, leur état s'est quand même fort amélioré au niveau de la fibromyalgie. Donc pour les auditeurs, ceux qui savent pas ce que c'est que la fibromyalgie, ce sont des douleurs un peu généralisées qu'on a dans tout le corps et qui ne s'expliquent pas vraiment. Souvent, c'est lié à des affects dépressifs. Donc souvent, on va orienter vers le psychologue. Mais parfois aussi, c'est quand même lié aussi à l'alimentation. Donc on va pas faire toute une émission sur la fibromyalgie parce que c'est une maladie un peu complexe. Donc voilà. Mais j'avais entendu parler aussi de cette maladie-là par rapport à la nutrition. Comme le disait Erwin tout à l'heure, voilà. On sait que quand on change l'alimentation, on peut changer aussi les affects. Et donc, on sait que la fibromyalgie est une maladie qui est très modulée, en tout cas par les affects émotions, et par les émotions. Et donc, dans ce sens-là, oui, il y a tout à fait un sens à se dire qu'un changement d'alimentation va changer peut-être pas la maladie en elle-même, mais en tout cas le ressenti de la maladie. Ah oui, déjà. Tout à fait. Ok. Monsieur Van Nuffel, du coup, est-ce qu'il y a des troubles psychologiques qui peuvent être constatés à travers des dysfonctionnements du comportement alimentaire?
Oui, bien sûr. On sait tous que, par exemple, l'anorexie, ça c'est quelque chose qui est très lié à l'alimentation et au comportement. Mais par exemple, l'alimentation peut nous donner aussi beaucoup d'indications. Par exemple, quelqu'un qui mange chaque jour la même chose, très rigide, là, les psychologues peuvent dire peut-être cette personne va être autiste. Donc, comment est-ce qu'on mange? Ça donne une impression de la santé mentale. Quelqu'un qui va manger beaucoup de sucre, en général, ce sont des gens qui sont très stressés. Donc, comment on mange, ça donne une impression. La manière dont on mange donne une information sur qui l'on est. Oui, c'est ça. C'est Dis-moi ça. ce que tu manges, je te dirai ce qui tu es. C'est ça. Et donc, par exemple, moi, de temps en temps, je demande à mes patients, psychologues, combien de fois est-ce que vous allez à la toilette? Ça doit faire un peu bizarre comme psychologue de poser cette question. Qui pose cette question. Mais en effet, quand je soupçonne qu'il y a quelque chose au niveau alimentaire, je demande beaucoup de questions sur ce domaine-là. Et en général, je demande aussi aux gens de me donner leur régime d'une semaine. Donc, je demande qu'est-ce que vous avez mangé de lundi jusqu'à vendredi. Écrivez-moi. Et donc, ramenez-moi ce que c'est. Et comme ça, je peux aussi voir est-ce que le patient se sent bien. Comme ça, je peux détecter des indications où je vois, oui, ce patient-ci, il ne se sent pas très bien. Ça peut donner des informations. Oui, par exemple, des gens qui sont en dépression, ils ne vont pas manger très régulièrement. Donc, ils vont dire, par exemple, le matin, j'ai pas envie de manger. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir. Ok. Alors, on va faire une toute petite pause. Là, on a introduit un peu le sujet, chers auditeurs. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. Mais on va parler aussi un peu de pathologie et on va essayer de vous éclairer un peu plus sur le sujet. Donc, restez avec nous. On parle de nutrition, de santé, avec médecins, diététiciens, psychologues. Donc, vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8. N'hésitez pas à nous contacter par Facebook pour nous poser toutes vos questions. À tout de suite. Vous êtes de retour dans Santé pour tous. Nous parlons de nutrition avec nos experts aujourd'hui. Vous êtes en direct avec Madame Leblic. Je suis l'animatrice aujourd'hui et nous allons discuter de l'alimentation et de l'impact sur la santé mentale et sur le physique avec nos spécialistes. Je reviens vers Madame El Boustati qui est diététicienne et nutritionniste. D'après vous, qu'est-ce qu'une alimentation variée et équilibrée ? Alors, l'alimentation variée et équilibrée, avant tout, à tout âge, on a des besoins bien spécifiques. Donc, il faut couvrir un peu ces besoins sur base de certains aliments qui nous fournissent des nutriments essentiels pour nourrir en profondeur nos cellules, nos hormones, cet équilibre qui est interne, qui est une machine naturelle qui est bien spécifique, ce corps, cet organisme. Et donc, cette alimentation variée et équilibrée doit être basée sur l'équivalent de 5 catégories d'aliments. Des aliments qui peuvent tourner autour de féculents qui amènent pas mal de glucides. On a les fruits et les légumes qui amènent pas mal de vitamines, d'antioxydants. On a les viandes, volailles, poissons, ainsi que du végé. Tout ce qui est tofu, tout ce qui s'ensuit, amène énormément de protéines, donc des aliments de construction. Et puis, nous avons les graisses qui sont des graisses essentielles, des graisses originelles qui vont nourrir en profondeur pas mal, qui vont donner de l'énergie à cet organisme-là. Et bien sûr, l'eau, l'hydratation, c'est de baser un petit peu l'alimentation variée et équilibrée. Si je devais, on va dire, résumer en 2 points, qu'est-ce qu'une alimentation variée et équilibrée ? C'est la diversité dans l'assiette et c'est la régularité des repas. Donc c'est vraiment important de varier parce qu'un seul aliment ne va pas couvrir en lui seul tous les besoins dont le corps a besoin. Donc les nutriments essentiels. Donc il faut vraiment varier quotidiennement sur base des aliments locaux, de saison, pour essayer de varier et nourrir ce corps en profondeur. Ça doit prendre du temps, ça, quand même. Ça doit prendre du temps. Exactement, mais franchement, avec un peu d'organisation, on y arrive. Parce que moi, j'essaie de faire genre tous les lundis, je fais du chou-fleur, tous les mercredis, je vais faire des petites princesses avec des pommes de terre. Enfin voilà, j'essaie de faire un truc comme ça pour parce que bon, on n'a pas 36 000 recettes dans la tête non plus. C'est une organisation. Je pense que c'est apprendre à planifier, à réorganiser, apprendre à découvrir certaines recettes, à tester. Et voilà, il faut s'amuser dans sa cuisine. Il faut s'amuser, mais sans pression.
et tout en douceur et avec ce qu'on arrive à faire et ce qu'on peut faire. Ouais. Voilà. Parce que quand vous dites varier, je veux dire, il y a quand même une récurrence qui peut revenir à un certain moment. Bien sûr. Quand on varie, idéalement, c'est de varier, par exemple, tous les 3-4 jours, que ça soit pas pareil, pour qu'il y ait vraiment évidemment. un relâchement et un repos digestif aussi, et que c'est pas toujours le même aliment qui arrive, qui peuvent provoquer une fatigue, un épuisement enzymatique ou au niveau organique. Donc c'est vraiment important de relancer ça tous les 3-4 jours, d'avoir une certaine variance à ce niveau-là. Donc voilà. Et du coup, comment on peut inciter les jeunes enfants et les adolescents à diversifier leur alimentation ? Mais ça, avant tout, les parents, c'est l'exemple des enfants. C'est déjà, nous, en tant que parents, montrer un peu l'exemple à nos enfants et de leur apprendre quelque part à diversifier notre alimentation. Les enfants sont en plein apprentissage. Donc l'alimentation, le partage à table, des repas, c'est aussi un moment d'apprentissage. Donc c'est important d'aller progressivement, sans pression, sans forcer. Donc on leur apprend, on leur présente, mais on doit présenter la chose plusieurs fois. Donc c'est clair que les légumes, c'est l'ennemi numéro 1 chez les enfants, donc c'est très difficile à leur faire consommer. Mais c'est de dégayer un petit peu l'assiette, de leur faire préparer ensemble, les participer à la tâche, à la cuisine, les faire participer aussi aux achats, être en contact avec l'aliment naturel, brut, pour pouvoir un peu redécouvrir et les faire passionner. C'est important que l'enfant soit actif aussi, donc dans cet apprentissage-là niveau alimentaire. C'est vrai que c'est une bonne idée très de pouvoir les faire préparer les assiettes et tout. Moi, ils aiment bien en général quand on fait ça. Hein. C'est vrai que c'est une bonne idée. J'avais pas pensé à ça, mais après, moi, je remarque, par exemple, moi, je suis très capricieuse au niveau de mes goûts. Et en fait, je me disais, mais mon petit, je sais pas ce qu'il a. Il est capricieux. Il veut pas manger son assiette. En vérité, je me dis, mais moi aussi, je suis comme ça. Je suis vraiment râleuse. J'aime bien que certains trucs et tout. Et sûrement, ils voient ça aussi chez nous, qu'on va pas manger certains. Alors des fois, je me force et tout. Par exemple, moi, le haché, ça passe pas du tout. Et alors j'essaye de me forcer un peu devant lui comme ça en disant mais regarde, je mange et puis lui non, ça passe pas. Il te croit pas. Non, il me croit pas en fait, il me croit pas. L'éducation chez l'enfant est connue, elle se fait par imitation. Par imitation, clairement. Donc, je le sais en tant que psy, mais alors du coup, c'est vrai qu'on se dit pas toujours pour l'alimentation. Ouais, on se dit à ce point-là quand même, mais bon, c'est vrai que on se rend pas compte que nos habitudes à nous, finalement. Et alors, il y a aussi beaucoup de parents qui mangent pas avec leurs enfants. Ils disent toujours, je vais faire manger les enfants et moi, je mange après. Mais moi, j'ai remarqué que quand je mangeais avec mes enfants, ils sont très contents, ils mangent plus. Mais quand on les laisse manger tout seuls, ils sont pas très contents en général. Ça dure 2 heures. Ouais, ça dure 2 heures, exactement. Mais c'est important, c'est aussi la phase d'apprentissage. Donc, important aussi aux parents. On peut comprendre que pour les parents, pour une journée assez lourde, assez difficile, de se dire, voilà, je fais manger les enfants et je mange dans le calme. Mais c'est important qu'on participe aussi autour de la table parce que ça fait partie aussi de cette éducation alimentaire. Pour un enfant, c'est vraiment vital que cette prise alimentaire se fasse en famille et que ça soit vraiment transmis ainsi. Et qui nous voient manger aussi, parce que surtout s'ils apprennent par imitation, finalement ils nous voient manger, ils ont envie de manger et puis on mange tous ensemble. Mais c'est vrai que parfois les parents ont peur, question ça va salir ou je suis fatiguée, je préfère manger après, et on se rend pas toujours compte que finalement un bon repas partagé ensemble, c'est aussi chouette pour l'échange familial. Nous sommes des êtres sociaux. Hein. C'est ça. Voilà. Et il faut être ensemble, surtout maintenant, en période de Covid. Cette période assez incertaine. Ouais. C'est vrai. Et le fait même pour les parents, de se poser à table, ce que de moins en moins de gens font, parce que aussi avec le télétravail, on mange devant son ordinateur, entre 2 réunions, voire même pendant 2 réunions, clairement. Et donc, couper son ordinateur et se mettre à table avec les enfants en disant là c'est le moment du repas et c'est un moment aussi. Ouais, et c'est un moment important, lui faire comprendre que c'est quand même important de manger sainement aussi, parce que et en pleine conscience. Ouais, voilà. Oui, ça aussi, parfois on met aussi l'enfant devant la télévision. Et donc l'enfant, il ne se rend même pas compte de ce qu'il mange dans son assiette. Exactement. Il ne se rend même pas compte qu'il a mangé. Oui, voilà. Et il ne ressent même pas sa satiété. C'est toutes ces petites choses-là. Mais beaucoup de parents ne savent pas tout ça. C'est vraiment important. Moi, c'est des choses que j'ai apprises quand je travaillais en PMS. Mais c'est vrai que beaucoup de parents ne se rendent pas compte que manger devant la télévision, ça influence l'alimentation, ça influence aussi l'alimentation. Parce que du coup, ils ne se rendent pas compte qu'ils mangent, mais ils peuvent aussi ne pas sentir que c'est terminé, qu'ils doivent s'arrêter de manger et du coup, prendre du poids. Sans se rendre compte aussi. Tout à fait. Mais la vision est connue, la vision est en lien direct avec la digestion, donc le cerveau ne sait pas faire 2 choses à la fois et il peut perdre certaines informations, comme par exemple l'appel à la satiété et qu'on ne va pas la ressentir au moment même. Le fait qu'il ne regarde pas dans son assiette et il se dit pas j'ai trop mangé, quoi. Ouais.
Oui, clairement. Et ça, c'est des informations qu'on n'a pas toujours, qu'on ne donne pas toujours. Donc, Monsieur Van Nuffel, est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure, les dysfonctionnements alimentaires peuvent avoir un impact sur la santé mentale, mais de quelle manière ils peuvent avoir un impact sur la santé mentale? Eh bien, l'alimentation, c'est quelque chose de très important parce que, par exemple, on a expérimenté avec les animaux et tout ça, on peut dépriver quelqu'un d'une alimentation, de quelque chose, d'un composant spécifique, et on va voir que ça va créer des dépressions. Donc, si on ne prend pas des produits, parce qu'il y a des produits qui sont des précurseurs, donc qui construisent les hormones, et donc si on va éliminer ces produits-là, on ne va plus créer ces hormones. Et donc, on peut tomber en dépression. Et donc, c'est pour ça qu'une alimentation très diversifiée, c'est très important. Et donc, en général, maintenant, on sait que pour le corps, c'est très important de ne pas manger trop de sucre et tout ça, mais aussi pour notre santé mentale. C'est aussi le cas. Docteur Girard, est-ce que les bébés peuvent aussi développer des troubles alimentaires? Oui, donc comme on disait, les troubles de l'alimentation peuvent se développer à tout âge. Les troubles alimentaires des tout petits bébés sont plus rares, mais sont plutôt liés à des problèmes d'oralité. Donc vraiment, c'est parce qu'un petit bébé ne boit que du lait, donc a priori, c'est pas un problème de diversification ou ce genre de choses, mais c'est vraiment un problème au niveau de la bouche ou de la succion ou de la façon dont ils vont être alimentés. Mais des enfants qui développent des problèmes tout petits au niveau de leur alimentation sont, on le sait, des enfants qui vont garder des soucis alimentaires en général très longtemps dans la vie. Et donc, voilà, ne jamais hésiter, même quand il y a un problème d'allaitement, à en parler. Donc, un bébé qui ne boit pas bien, qui ne prend pas bien son lait, que ce soit du lait maternel ou du lait artificiel, il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter à demander conseil à des professionnels de la santé qui s'y connaissent, l'ONE par exemple, ou Kindergezin, selon D'ailleurs, on pèse les bébés pour voir s'ils grossissent bien chaque mois. Les bébés pour voir s'ils grossissent bien, mais voilà, en cette période Covid, on ne les pèse plus si souvent que ça. Ah, c'est vrai? Ah oui, mince alors. Mais oui, ils ne viennent plus que se faire vacciner, donc ils sont moins souvent pesés. Donc c'est pour ça que ce que j'ai envie de dire à toutes les jeunes mamans qui pensent que leur bébé a un problème d'alimentation, prenez votre téléphone et appelez quelqu'un oui, ils peuvent appeler leur médecin généraliste, ou leur pédiatre. Leur pédiatre, leur conseiller en allaitement s'ils en ont un, l'ONE, Kindergezin, qui veulent, mais oui, ne pas hésiter. Oui, parce qu'on sait aussi que par exemple, moi j'ai fait mon mémoire là-dessus en plus, mais par exemple quand on a une maman qui est déprimée ou psychotique ou qui a une maladie mentale, ça arrive que le bébé refuse de s'alimenter parce que justement il y a un vide affectif et voilà, une tristesse très, très importante qui s'installe chez le bébé et donc il refuse un peu de vivre aussi parce qu'il n'y a pas d'échange avec sa mère, il n'y a pas de contact avec la maman et donc on peut retrouver des troubles alimentaires chez des bébés déprimés aussi. Tout à fait, donc là c'est vrai que le trouble alimentaire n'est pas la cause, mais il est la conséquence d'un bébé déprimé. Oui. Et voilà, les bébés déprimés, ça arrive aussi, on ne pense pas. Nos auditeurs, ils vont peut-être pas trouver ça hallucinant que je dise ça, que des bébés puissent faire des dépressions, vont dire c'est quoi ces psys, qu'est-ce qu'ils racontent. Mais un bébé, il a besoin de contact en fait. Il a besoin de câlins, il a besoin d'être à bras. Alors il y en a, ils disent c'est des caprices, etc. Non, un bébé, il a besoin de toucher sa maman, il a besoin de toucher son papa. Oui, je précise le papa aussi, parce que je vais encore avoir des auditeurs qui vont me dire non, oui, il a besoin de son papa et de sa maman, de ses grands-parents, de ses frères et sœurs s'il en a. Mais en tout cas, c'est un être sociable, comme disait Monsieur Van Nuffel tout à l'heure. Il a besoin d'être touché. Désolée. Donc, il a besoin d'être touché, d'être pris dans les bras. Et si cet enfant n'est pas touché, si on ne lui parle pas, si on ne le calcule pas, ou si on le laisse pleurer tout seul dans son coin, eh bien, il va aussi se sentir pas bien. Il va se renfermer sur lui-même. Il va ne plus avoir de contact. Et on parle de traits autistiques même pour les enfants, par exemple, qui ne regardent plus. Donc, c'est vrai que ça peut arriver aussi d'avoir des troubles alimentaires chez les tout petits. Voilà, et parfois quand l'allaitement se passe pas très bien aussi, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Bébé, il sent en fait ce que la maman ressent aussi. Tout à fait. Et donc c'est vrai que les bébés n'ont pas des millions de façons de s'exprimer. Le bébé, il n'a pas
des... Il n'y a que son corps. Il n'a que son corps et donc il peut s'exprimer en pleurant et la seule autre chose qu'il peut faire, c'est manger plus ou manger moins. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Bon, on va revenir dans quelques instants dans votre émission Santé pour tous. On est avec des experts qui nous parlent de nutrition et d'alimentation. Restez à l'écoute. Nous sommes là avec vous jusqu'à 16h. Donc, chers auditeurs, je vous dis à tout de suite. Vous êtes de retour dans votre émission Santé pour tous. Nous continuons à parler d'alimentation et de nutrition aujourd'hui. Donc avec Madame El Boustati qui est diététicienne nutritionniste, Dr Girard qui est médecin généraliste et Erwin Van Uffel qui est psychologue clinicien à l'espace Santé Famille. Alors je revenais vers Madame El Boustati. Du coup, quelle est l'importance du petit déjeuner ? Est-ce que vous pourriez par exemple nous préciser un petit déjeuner idéal pour un enfant ou pour un adulte ? Voilà, on entend souvent le fameux petit déjeuner. Moi je le rate, j'avoue, parfois je suis à la bourre le matin et j'ai pas toujours le temps, et quand je le fais c'est souvent Choco Pops et lait d'amande, les trucs rapides quoi, pas trop, c'est pas très bien, enfin je sais parce que mes collègues me le disent, mais du coup voilà, il faut bien manger plusieurs repas par jour, etc. Mais du coup c'est quoi ce fameux petit déjeuner ? Qu'est-ce qui doit comporter ce petit déjeuner ? Tout à fait, avant tout prendre un petit déjeuner est essentiel pour notre organisme, car on le sait très bien, on mange pour rompre quelque part ce long jeûne de la nuit qui permet un petit peu de réactiver, d'aider un petit peu à retrouver un certain équilibre hormonal. Parce que c'est ça le but, c'est d'éviter un peu certaines fringales qui peuvent se répéter durant la journée. Donc ça, c'est une chose. Un petit déjeuner idéal, le fait de sauter un petit déj, on remarque très très souvent qu'on a des conséquences qui peuvent se représenter durant la journée. Des malaises, des crises d'hypoglycémie, des migraines, on peut ressentir très très vite épuisé, fatigué et irritable. Donc c'est-à-dire l'envie un petit peu de se réconforter, et très souvent on va se ruer vers du sucré parce que c'est une énergie la plus simple et la plus rapide pour notre organisme pour la déconstituer. Donc se dire c'est tout à fait normal que physiologiquement on va se diriger vers ce genre d'aliments-là. Donc il est important de prendre un petit déjeuner idéal, et quel est ce petit déjeuner idéal ? Doit être composé de tous les nutriments dont le corps a besoin. Donc, c'est-à-dire, comme je le citais juste avant, disant que notre organisme a des besoins bien spécifiques, et les besoins, donc, dès le matin, c'est d'amener des protéines de haute qualité biologique, d'amener des graisses essentielles. Donc, je parle de graisses originelles et pas, évidemment, des graisses transformées. Un bon steak frites le matin, c'est bien, quoi. Alors oui, si la digestion a l'incapacité de consommer un steak dès le matin, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a certaines personnes qui le font. Si la digestion le permet, il n'y a pas de problème, j'en suis pas du tout contre, parce qu'il n'y a pas un mode alimentaire bien spécifique. Chaque personne est différente. Exactement. De par notre métabolisme, de par notre façon de manger, d'écouter cet organe, ce comportement alimentaire. Donc, il est important d'amener ces protéines, des graisses essentielles et bien sûr des glucides complexes, des glucides de bonne qualité. Je ne parle pas bien sûr de ces fameux Choco Pops ou les céréales, typiquement les petits déjeuners européens traditionnels, pâtisserie, viennoiserie, des céréales au petit-déj, qui sont des aliments composés de sucre, mais qui sont des sucres qui sont à un index glycémique très élevé et qui vont provoquer malheureusement cette fatigue en fin de matinée. Ouais. Et donc on a un problème de concentration pour les jeunes enfants qui sont en classe, qui doivent écouter le prof, ou qui sont en visio là maintenant, pour ceux qui sont les pauvres, à distance. Donc se dire que c'est tout à fait normal de ressentir cet épuisement, cette fatigue, cette baisse d'énergie, c'est parce qu'on a amené trop de sucre ou tout simplement une absence d'alimentation dès le matin. Soit on boit vite fait un verre d'eau, ou on mange un petit gâteau à la va-vite sur le trajet de l'école ou du travail. Tous ces comportements-là vont quelque part influencer le restant de la journée. Donc un bon petit déjeuner, ça permet aussi d'aider l'enfant dans ses apprentissages, dans sa concentration, et même nous au travail, on va dire. J'en suis certaine. Ouais, voilà. Exact. Donc c'est hyper important, ce fameux petit déjeuner. Et donc c'est vrai que moi je sais qu'il y a des parents qui vont faire des œufs brouillés au matin avec des petits légumes ou des petites choses comme ça, ou alors genre à l'anglaise quoi. Eux, les Anglais, je crois qu'ils mangent des tranches de lard le matin. C'est ça. C'est ça, c'est très salé chez eux le matin. Ouais. Idéalement, un petit déjeuner salé, c'est connu, ça a été prouvé scientifiquement, c'est que ça peut, ça déclenche quelque part cette régularité hormonale, parce qu'on a des hormones qui sont fabriquées dès le matin,
Tu vas me confirmer ça, ainsi que le médecin. La dopamine qui est fabriquée dès le matin et on a besoin essentiellement d'une certaine acide aminé pour cela. Et cet acide aminé, on le trouve dans les aliments salés, riches en protéines et pas dans les produits sucrés tels que les viennoiseries, les gâteaux ou les aliments ultra transformés qui sont malheureusement... De toute façon, les Kellogg's, tout le monde sait qu'il y a que des cochonneries là-dedans. Enfin, je veux dire, moi je le sais. Hein, donc, clairement, il suffit de regarder sur la boîte les aliments qu'il y a dedans. On se dit ouh. Donc, oui, clairement, c'est hyper transformé. Il y a plein de trucs, plein d'additifs qui sont rajoutés. Exactement. Là-dedans. Donc, ces aliments, malheureusement, vont influencer sur notre comportement alimentaire et donc vont provoquer ces fatigues, ces épuisements, ce manque de concentration et donc tous ces effets-là qui sont désagréables et qu'on rencontre très très souvent chez les jeunes. Et donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de privilégier un petit-déj, donc essentiellement protéiné, salé, gras, donc avec des graisses essentielles. Donc je parle pas de graisses transformées, évidemment, donc tout ce qui est des huiles à première pression à froide, du beurre fermier, du vrai beurre. Donc vraiment aller à l'essentiel, à retour un peu à l'alimentation naturelle et brute, un peu l'alimentation ressourçante que je prône lors de mes consultations. Donc c'est essentiellement ce type d'alimentation-là. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte. Hein. Moi, j'entends un petit déjeuner comme ça, je me dis mais je vais grossir. Moi, si je mange des trucs comme ça, tu es pas la seule. Hein. J'ai pas mal de patientes quand je mets en place le programme alimentaire et qu'on essaye de revoir un peu l'alimentation et qu'on essaye de passer du sucré à légèrement salé. Et elles me disent mais est-ce que vous êtes certaine que je vais perdre du poids comme ça? Ayez confiance. Et après, elles sont étonnées de voir que on mange et on arrive à soit équilibrer notre poids, soit à perdre parce que c'est le corps qui décide. S'il est bien équilibré et qu'il n'y a pas de problème pathologique ni organique, le corps va pas faire bloc à la perte de poids. Et donc, inévitablement, la perte de poids va suivre pour celles qui sont en excès de poids ou celles ou ceux qui sont en excès de poids. Donc, c'est un équilibre, en fait. Voilà, se dire que ce corps humain est vraiment très impressionnant, est une machine qui a besoin juste d'équilibrer un petit peu, d'amener juste ce dont il a besoin pour garder cet équilibre parfaitement. Mais c'est vrai que ce qui est toujours dur, je crois que c'est le changement. Moi, je mange des Kellogg's depuis que je suis toute petite, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose. Voilà, chez nous, c'est comme ça. T'as ton bol de lait, ton bol de Kellogg's, à la limite un petit jus de fruits, et ça, c'est ton déjeuner, quoi. C'est aussi rapide. C'est une question de temps. Rapidité. Oui, voilà, c'est ça. Faut te lever plus tôt, en fait. Par manque de temps, on n'a très souvent pas le temps de prendre un petit déjeuner. On aimerait bien prendre un petit déjeuner à base de vrai beurre, une tranche de tartine au levain, et de se dire oui, j'ai envie de manger sainement. Mais parfois, par manque de temps, il suffit d'organiser ou se réveiller 10 minutes plus tôt et de se dire on réorganise un petit peu tout ça. Avec un peu d'organisation, préparer la table la veille avant de dormir. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui vont permettre un petit peu à travailler, à aller vers cette éducation nutritionnelle. Ah, moi, les auditeurs, je sais pas vous, mais moi, j'habite juste en face de l'école, je travaille à 500 mètres de chez moi. Je me lève, mais vraiment dernière minute. Et franchement, c'est vrai, finalement, on se lève une demi-heure plus tôt, on se fait un chouette petit déjeuner. C'est un repas en plus qu'on peut passer avec ses enfants. Je me dis que c'est quand même une chouette idée de pouvoir faire un petit déjeuner ensemble le matin, sans courir à gauche, à droite. Peut-être même préparer son sac la veille, comme ça, le matin, à part s'habiller et déjeuner, on a plus grand chose à faire. C'est une question d'organisation finalement. C'est une question de priorité aussi. Parce que tout le monde met pas la priorité sur l'alimentation. Et comme on le disait, voilà, c'est aussi une question d'exemple qu'on montre. Et voilà, pourquoi les Kellogg's? Parce que c'est ça depuis toujours. Bah oui. Et donc, on ancre aussi des habitudes chez nos enfants qui, quand ils seront adultes, vont faire la même chose. Bah, c'est ce qu'ils ont fait depuis toujours. C'est ça, c'est vraiment une éducation nutritionnelle. Et se dire, c'est vrai que c'est typiquement un peu les petits-déj européens traditionnels. Hein. On en a toujours un peu inculqué Kellogg's, et même au niveau des publicités. Quand on regarde les publicités pour les enfants, c'est souvent des miel pops, des Kellogg's. Bon, je cite pas de marque, mais bon, voilà, c'est des céréales petit-déj hyper sucrés, mais pas un petit déjeuner sain, équilibré, et que l'enfant va peut-être prendre exemple ou se dire, ben voilà ce qu'il faudrait qu'on mange. Il n'y a pas malheureusement de cette éducation nutritionnelle au bas âge. Et même quand on passe dans les magasins, dans les rayons, ils vont voir les dessins sur les boîtes à Kellogg's, forcément, ils vont pouvoir les avoir. Bien sûr. Oui. Je leur montrer des œufs pour le petit déjeuner et du lard. Je crois pas qu'ils vont avoir envie. Typiquement des rayons au supermarché à éviter. Oui, voilà, que ce soit en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant. C'est aussi une question d'éducation. Le fait de se dire pourquoi l'enfant va être attiré plus vers le sucre, parce que le sucre, en fait, pour manger sucré, on n'a pas besoin de s'éduquer pour manger sucré. Naturellement, un tout bébé, on va lui mettre quelque chose de sucré dans la bouche, il va l'accepter, il va pas du tout grimacer. Alors qu'avec l'âge, il faut apprendre à regoûter un peu l'amertume, l'acidité, tous ces goûts se réapprend. Mais le sucre, non.
Et c'est pour ça qu'en fait, on inculque ça et on grandit avec cette envie de sucrer. Ouais, c'est vrai. Du coup, Monsieur Van Nuffel, mais quand on est stressé, on parle du sucre, mais c'est intéressant. Oui. On a tendance à faire beaucoup d'allers-retours aussi à la cuisine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ces comportements, ils sont si répandus finalement, tout le temps aller vers la cuisine quand on est un peu stressé? En effet, pour l'instant, de notre époque, nous vivons une manière de vivre qui est plein de stress. Et donc, par exemple, au travail, on est stressé tout le temps. Et notre corps est fait pour avoir du stress, mais au moment. Donc, très momentaire. Ça veut dire qu'il y a un lion, il faut courir. Et c'est pour ça que le stress est fait. Maintenant, nous vivons, sur notre travail, il y a le stress continu. Et donc, en effet, comme il y a le stress tout le temps, ça va épuiser le corps. Et donc, l'épuisement, le corps va sentir, tiens, je n'ai plus tout dont j'ai besoin, donc je dois avoir quelque chose. Mais malheureusement, nous faisons le choix pour le sucre, parce que c'est vite consommé, c'est vite digéré, et donc ça nous donne un boost, tout d'un coup, ça va éclater. Et donc, en effet, c'est pas ça dont notre corps a besoin. Quand on a le stress, on a besoin des autres choses. Mais en effet, le stress chronique, ça c'est la cause. Et donc, quand on a le stress chronique, notre corps va dire, tiens, j'ai tout le temps besoin de quelque chose. Et donc, ça c'est un peu problématique. Maintenant, on peut attaquer ça, bien sûr, en diminuant le stress et en mangeant une alimentation saine. Apprendre peut-être aussi à gérer ses émotions différemment et Oui. à gérer peut-être son quotidien, son organisation différemment pour diminuer le stress. Puisque Oui. si le stress pousse au grignotage et aux allers-retours vers la cuisine. Oui, certainement. Docteur Gérard, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire, tout à l'heure on parlait du gras, mais la différence entre le bon et le mauvais gras? Eh bien, en fait, en soi, notre collègue diététicienne me reprendra si je me trompe, mais il n'y a pas tant de bon ou de mauvais gras que ça. Le gras, on en a besoin. Nos cellules, toutes les parois de nos cellules sont composées de graisse. Et donc, nous sommes en grande partie composés de graisse. Sans quelqu'un qui ne mange pas de gras du tout, va mourir. Ah oui. On ne peut pas ne pas manger de gras. On en a besoin. La plupart de nos hormones sont sécrétées à base de graisse. Des neurotransmetteurs, on en a besoin de manière essentielle. Ce qui change beaucoup, c'est la quantité de gras que nous pouvons manger. Et effectivement, certaines graisses seront moins bien absorbées ou causeront plus de soucis parce qu'elles ont été transformées et que notre corps n'est pas capable de les absorber. Oui. Tout à fait, et ils ne le reconnaissent pas parce que ça a été transformé. Et... Oui. Mais ça n'est pas tant que le gras en lui-même soit bon ou mauvais. Exactement. Donc c'est le fait de comment on le consomme en fait. C'est plutôt notre manière de consommer. Donc en fait, nos aliments sont bons, mais c'est important de les consommer de manière raisonnable, on va dire. Tout à fait. Exactement. Okay, excusez-moi, mais... Et pour redonner un exemple, on entend aussi souvent le bon et le mauvais cholestérol. Parce que voilà, c'est souvent avec ça qu'on parle du bon et du mauvais gras. Il n'y a pas... Enfin, le bon et le mauvais cholestérol, globalement... Le mauvais cholestérol est celui que nous avons absorbé, que notre corps va retransformer et va utiliser. Et le cholestérol que notre corps va rendre utile pour le reste de notre organisme et qui va pouvoir être utilisé est le bon. Et donc, il est normal d'avoir un petit peu de mauvais qui circule, entre guillemets, puisque c'est la réserve pour en fabriquer du bon. Le problème, c'est quand on absorbe trop de graisse, eh bien, on va avoir trop de mauvais parce que notre corps ne va pas avoir le temps de le transformer en bon cholestérol. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée des bonnes et des mauvaises graisses ou du bon ou du mauvais cholestérol. C'est juste une question de quantité. Et c'est exactement ça. On doit être raisonnable en fait. Exactement. Voilà. Mais depuis les années 80, on nous a mis à tort l'ennemi numéro 1 est la graisse. Et on a créé des lipidophobes. On a peur du gras. Et on se dit, c'est le gras, le nutriment principal qui va nous faire grossir.
en consultation, je me bats pour essayer de rétablir, surtout pour les personnes dépressives, les personnes Dépression, ça c'est très important de manger des graisses. Exactement. Oui. Donc se dire que tous ces problèmes pathologiques, très souvent, le fait de réduire les graisses, on continue à soutenir ce souci-là. Le et yaourt, malheureusement, 0%. Exactement. Le allégé et le light, c'est devenu... Alors que c'est pas bon pour la santé du tout, quoi. On en reparlera peut-être dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une petite pause, chers auditeurs. On se revoit dans quelques instants dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Je vous dis à tout de suite. Vous êtes de retour dans votre deuxième partie de l'émission Santé pour tous. Vous êtes en direct avec le Blic Virginie. Je suis votre animatrice aujourd'hui. Nous parlons de santé et d'alimentation, de nutrition avec nos spécialistes, le docteur Gérard qui consulte au centre l'ANEC à Woluwe, qui est médecin généraliste. Nous sommes aussi avec madame Elboustati Rachida qui est diététicienne et nutritionniste. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de votre... Comme vous êtes arrivé en retard, Bio Bowls, vous avez créé Bio Bowls, vous allez nous expliquer ce que c'est là tout de suite. Et alors on est aussi avec monsieur Van Nuffel-Erwin qui est psychologue clinicien et qui travaille sur tout ce qui est psychocorporel, psychonutrition chez nous. Et donc d'ailleurs on va bientôt proposer une formation, on espère que le Covid va se calmer un petit peu, on aimerait bien faire une formation pour les professionnels pour un peu faire le lien entre la psychologie et la nutrition. On reviendra sur ce qu'on disait avant la pause avec les filles là. Elles nous faisaient des petites remarques sur le fait d'être raisonnable dans la manière de s'alimenter. Mais peut-être nous parler un peu de ce truc, la Bio Bowl. C'est quoi ce concept? Voilà. Alors ce concept Bio Bowls, donc voilà, c'est tout récent. Ça fait un mois maintenant que j'ai mis en place. C'est des lunchbox ressourçants, donc livrés à domicile. Ah, génial. En soirée pour le moment, la livraison se fait en soirée. Pour livrer pour le lendemain. C'est-à-dire que ce sont des aliments essentiellement ressourçants, c'est-à-dire que les aliments sont naturels, bruts, cuisinés du jour pour maximum 48 heures. Donc on peut très bien réchauffer ça dans des fours vapeur idéalement. En général, tous les fours maintenant high-tech, les nouveaux modèles sont équipés du système four à vapeur, cuisson vapeur, qui sont nettement meilleurs que la cuisson micro-ondes, plutôt que de le réchauffer en micro-ondes, qui détruit une grande partie des nutriments essentiels. Donc l'alimentation ressourçante, donc tous les aliments sont calculés sur base de donc une grande partie de légumes et de légumes entiers. Je vais le chercher chez mon maraîcher, qui est local, pas loin de mon atelier, du côté de la région flamande. Donc voilà, c'est un peu le circuit court. C'est des petites box que vous avez créées. Exactement, des petites box pour manger à midi, emporter au travail ou manger chez soi devant en télétravail. Voilà, donc c'est pour aider vraiment une grosse partie de personnes qui sont intéressées à manger ressourçant, à retrouver un peu une certaine vitalité via l'alimentation. Parce que j'en suis certaine, et je pense qu'autour de la table ici, on est tous certains que l'alimentation joue énormément au niveau de notre santé physique, mentale, émotionnelle, et donc sur tous ces différents types de ces sphères différentes qui peuvent vraiment venir rééquilibrer aussi avec le coup de pouce de l'alimentation. On pourrait expérimenter ce que c'est en tout cas. Oui. On préfère ça à l'espace santé famille, parce que nous à chaque fois les gens ils viennent, ils nous amènent des gâteaux, des chocolats, tout ce qui est bon pour la santé. Nous on n'arrête pas, franchement. D'ailleurs on a laissé tout à l'heure, on est parti, il y avait encore 2 boîtes de chocolat sur la table, presque vide, mais franchement c'est catastrophique chez nous. À chaque fois on reçoit je crois que les gens ils se disent ils doivent être stressés ces psys à tout le temps travailler, et du coup ils nous ramènent des chocolats. Voilà. C'est le truc classique un peu. D'ailleurs quand on va dans les hôpitaux, on donne pas des Bio Bowls comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller leur apporter des boîtes de chocolat. On se dit les pauvres et tout, on leur amène des trucs sucrés en fait. Exactement. Donc, on est tout le temps dans le sucré. On essaie de les réconforter en amenant un peu de chocolat. Oui, c'est ça, c'est le truc classique. C'est sucré. Même dans la culture, par exemple, je sais que dans la culture arabe, quand une femme elle vient d'accoucher, par exemple, on va lui amener des trucs au miel, des gâteaux au miel, c'est vrai. des trucs hyper sucrés. Ils disent que c'est bon pour l'allaitement, souvent. Donc, non, mais c'est chouette. En même temps, on reprend de l'énergie quand même, parce que c'est vrai qu'on dort pas beaucoup les premiers mois. Donc, mais du coup, ça fait des pics glycémiques, et puis des creux, et puis des pics, et puis des creux, et ce qui est pas forcément bon non plus. Donc, bon. Heureusement que l'allaitement nous procure justement la capacité, les hormones de l'allaitement quand on allaite, elles nous procurent la capacité à nous rendormir et nous réveiller correctement. Ce qui est génial avec l'allaitement, il y a plein
plein d'autres super chouettes trucs dans l'allaitement. Docteur Girard, elle est un peu spécialisée là-dedans. Elle sait bien que j'aime bien ça aussi. Mais on va pas parler d'allaitement. On fera une autre émission pour ça la prochaine fois. Mais du coup, Madame El Boussati, je reviens un petit peu avec Docteur Girard aussi. Juste avant la pause, on disait, tiens, finalement, il n'y a pas de bon gras ni de mauvais gras, mais il y a cette capacité à être raisonnable dans notre manière de consommer. Donc, vous confirmez, ça, c'est vraiment ça. Tout à fait, je confirme tout à fait. C'est que les graisses, de manière générale, on en a besoin. C'est utile, c'est une énergie première pour notre organisme, pour nos cellules, nos hormones, pour cet équilibre au niveau de la biochimie cérébrale. Et très, très souvent, on a à être prouvé, même Monsieur Erwin l'a dit, en disant que le stress chronique peut très très souvent être une certaine déficience pour les personnes qui consomment énormément sucré. Et donc se dire que ce genre de ces personnes-là, très souvent, elles ont des manquements, et des manquements au niveau du matériau, donc amener un peu plus de gras et des protéines de qualité pour venir rééquilibrer un petit peu ce désordre, ce déséquilibre. Donc oui, les graisses, il faut que ça soit raisonnablement consommé et pas de manière excessive, mais les bons et le mauvais gras n'existent pas. Ce sont des fausses croyances. On a tellement mis, on a accusé à tort ces graisses, on a créé des lipidophobes, des personnes qui ont peur du gras. La première chose qu'on fait quand on se lance dans un régime, une perte de poids, la première chose qu'on fait, c'est de se ruer vers des aliments hyper 0% de gras ou du light. Et donc se dire que c'est aberrant. Pourquoi ? Parce que ce sont des aliments ultra transformés. Et donc là, on en parlera juste après de ces alimentations-là qui vont provoquer pas mal de désordre au niveau intérieur. Et se dire que le corps ne reconnaît pas. Et c'est important que le corps, qui est naturel, a besoin de choses vivantes et naturelles pour pouvoir réactiver un peu tout ça. Et donc, il n'y a pas de mieux que du frais beurre fermier, de l'huile d'olive ou d'une huile végétale extra vierge qui est de qualité et que le corps va reconnaître parfaitement et de le prendre de manière raisonnable. Donc, à chaque repas, en petite quantité. Et donc, quand on prend des aliments transformés, notre corps ne les reconnaît pas ? C'est vrai ? Alors, en grande partie, oui, parce que elles sont transformées. Donc, on peut créer des désordres intérieurs. Et très souvent, c'est le foie qui prend le coup. C'est qu'il se surcharge, il s'engorge. Et c'est comme ça qu'on a ces petits désordres intérieurs. Donc, se dire que notre système endocrinien ils communiquent mais parfaitement entre eux. Donc, se dire que ces hormones sont indirectement liées. C'est ça. Globalement, ce qu'on mange a besoin d'être déconstruit par notre corps pour être utilisé. Il faut imaginer, c'est un peu des Lego. On mange un aliment qui est un assemblage de blocs Lego, notre corps va tout désassembler pour le réassembler autrement. Ah oui. Et donc, plus l'assemblage de base était compliqué, plus il y a de travail pour le désassembler. C'est un petit peu l'idée. Exactement. Et ça provoque des fatigues, des épuisements. Et donc une digestion mal faite ou plus lente ou même pas différente, qui est complètement différente. Et certaines choses qui peuvent être provoquées comme une dysbiose ou une dysbiose intestinale, donc c'est-à-dire un souci au niveau intestinal. Et donc on a pas mal d'aliments qui sont mal absorbés du fait que ça soit transformé ou résistant. Et du coup, Madame El Boussati, comment on peut gérer des envies compulsives quand on a faim ? Alors les envies compulsives, déjà il faut l'identifier. Très souvent quand on est compulsif, c'est comme une forme d'addiction, donc on est attiré vers quelque chose, souvent c'est sucré, voire à base de caféine, donc d'excitant. Et donc cette compulsion, elle c'est le corps qui parle, c'est qu'il y a un manquement, il y a des carences quelque part. Et très souvent, c'est l'ordre de la biochimie cérébrale. Donc il y a un désordre, il y a un déséquilibre au niveau cérébral, au niveau des neurotransmetteurs. Et donc c'est là où il faut venir travailler. Et donc très très souvent, moi ce que je fais en consultation, c'est qu'on travaille sur cette compulsion de sucre en faisant le décrochage du sucre. Donc d'abord, on réduit le sucre pour pouvoir un petit peu se déshabituer, se décrocher du sucre, pour aider le corps quelque part à voir plus clair, à mieux identifier les sensations de faim, de satiété, d'envie, parce que très souvent quand on a envie de sucre, c'est l'envie, et l'envie vient des émotions. Et c'est là qu'il faut travailler, c'est là où on renvoie bien sûr le travail chez un psychologue, et c'est très important. Ça doit être complémentaire, c'est complémentaire. Moi, je suis mais vraiment certaine, et je travaille en pluridisciplinaire dans un centre médical où où il y a la psychologue, on travaille vraiment intimement de manière complémentaire et en parallèle, parce que c'est jamais l'alimentation problématique alimentaire n'est jamais seule en fait. Elle est accompagnée de pas mal niveau sphère émotionnelle, physique, mentale. Il faut venir rééquilibrer un peu tout ça. Un des grands concepts que je propose à mes patients, c'est de leur expliquer qu'effectivement, la première question, quand ils se disent « mais j'ai des faims compulsifs, j'ai faim »,
c'est de se dire, est-ce que si on vous proposait un autre aliment que vous aimez beaucoup moins, vous le mangeriez dans ces cas-là? Typiquement, est-ce que si je vous propose une grosse salade au moment où vous avez cette envie compulsive, vous allez la manger? Ah non. Vous n'aviez peut-être pas faim. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, on poser est dans cette l'envie, question-là. alors on est dans Soit j'ai l'envie faim. et on n'est pas vraiment dans la faim. Exact. On confond souvent l'envie et la faim. Exactement, mais c'est là en fait la compulsion qu'il faut d'abord y différencier de l'envie et de la faim, de recentrer un petit peu sur les sensations de base, qui est la faim, parce que la faim c'est physiologique, c'est le corps qui parle. L'envie, c'est le corps aussi, mais c'est plus l'esprit, le mental, l'émotion. Donc à travailler, à identifier. Oui, et alors du coup, c'est vrai que je me retourne un peu chez Monsieur Van Nuffel, mais alors ces émotions, parfois, elles peuvent être liées à une souffrance, à un mal-être. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin? Est-ce qu'il y a des manques alors qui font qu'on va aller compenser dans l'alimentaire parce que justement, tiens, finalement, ce sucre et ces envies, elles nous apportent sûrement des choses au niveau cérébral, au niveau peut-être qu'elles sécrètent certaines hormones de soulagement ou et qui font que peut-être ce soulagement, on ne le trouve pas dans la vie relationnelle ou émotionnelle. Oui, certainement. Et donc, c'est très complexe, le mécanisme qui est derrière. Mais en effet, quand on se sent mal, les gens, ils vont manger du sucre. Et donc, c'est universel. Et le sucre, c'est quelque chose que, originellement, quand nous étions encore sur la savane, c'était pas disponible. Il y avait le miel, qui était une forme de sucre assez pure, mais c'était pas disponible. Et donc, maintenant, c'est disponible partout. Et donc, on commence le petit déjeuner avec du sucre, on boit du café avec du sucre, le sucre est partout. Et donc, on voit souvent des gens qui ont des problèmes, on voit que ça va aussi se manifester dans l'alimentation. Et donc, par exemple, les gens qui ont des problèmes, ils vont manger beaucoup et ils vont grossir. Et donc, l'obésité, ça c'est quelque chose qui est très présente. Quelqu'un qui est en dépression, il ne va pas manger, peut-être, ou il va manger beaucoup trop. Donc, c'est jamais dans un juste équilibre. Non, Jamais. Non, jamais. Et donc, oui. Et c'est difficile, toujours. Et donc, il faut toujours travailler sur ça au niveau biologique et en tant qu'au niveau psychologique. Ce sont les deux domaines qui sont très importants. Oui. Et du coup, je vais revenir un petit peu plus sur les pathologies maintenant pour que nos éditeurs comprennent un petit peu. Par exemple, actuellement, pour la prise en charge de personnes qui souffrent de diabète ou d'hypertension, comment on s'y prend, docteur Gérard? Alors, la prise en charge est multiple. Hein. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, effectivement, que ce soit le diabète ou l'hypertension, on va d'abord identifier le degré quelque part d'hypertension. L'hypertension, elle peut être légère, elle peut être modérée, elle peut être très élevée. Pareil, le diabète peut être un diabète débutant, peut être un diabète déjà très installé, ou être un peu entre les deux. Et donc, dans les deux pathologies, il y aura en fonction parfois un traitement médicamenteux. Dans l'hypertension, le but va être de faire descendre la tension. Dans le diabète, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a vraiment pas mal de médicaments qui agissent de manière très très différente. On peut soit avoir des médicaments qui limitent l'absorption de sucre, donc qui vont empêcher le corps d'absorber une partie du sucre que l'on mange. Il y a certains médicaments qui vont favoriser l'élimination du sucre par le corps. Certains médicaments qui vont favoriser la production d'insuline, qui est l'hormone qui va nous aider à utiliser quelque part ou à stocker ce sucre. Mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que dans ces deux pathologies, il y a aussi une composante nutritionnelle. Il y a aussi des habitudes alimentaires qui vont aider à réguler les choses. Et donc, le diabète, alors, on parle bien du diabète de type 2, donc du diabète lié au surpoids et à l'obésité. Je ne parle pas du diabète de type 1, du diabète des enfants qui, lui, répond à tout à fait un autre mode de fonctionnement. Mais dans le diabète de type 2, il y a un surpoids. Il y a un problème alimentaire qui est lié. Et donc, on peut soigner un diabète débutant par une perte de poids et par une révision de son alimentation, sans aucun médicament. Et ça, je pense que c'est très, très important à dire à nos auditeurs. Ou une hypertension légère, on peut la soigner et la faire disparaître en changeant son alimentation. Tout à fait. Donc
Donc ça n'est pas parce que on se dit mon médecin vient de me dire que j'avais un diabète débutant ou que j'étais pré-diabétique ou que j'avais un syndrome métabolique, qui est l'association, en fait, le syndrome métabolique de problèmes au niveau du sucre, au niveau du cholestérol et souvent au niveau de la tension aussi. Donc c'est un petit peu de tout ça. Et on peut soigner, faire disparaître complètement les signes biologiques en changeant son alimentation. Vous avez entendu, chers auditeurs, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que rien qu'en changeant l'alimentation, on peut déjà avoir un impact sur sa santé. Donc, on va revenir sur ce sujet-là dans quelques instants. On fait une petite pause. On revient dans quelques minutes sur Arabelle. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes de retour dans votre émission Santé pour tous. Nous étions en train de parler... De quoi nous parlions juste avant la pause? Rappelez-moi les invités, je ne sais plus. De pathologie de diabète. Ah oui, oui, justement, on parlait justement du fait... Parce qu'en off, il faut savoir que la conversation continue, hein, chers auditeurs. Malheureusement, vous n'avez pas droit à nos petits débats et tout, mais en off, on continue. Et du coup, je perds le fil. On parlait justement du fait que rien qu'en changeant son alimentation, on pouvait impacter le diabète et l'hypertension. Et alors qu'on ne doit même pas prendre de traitement, c'est-à-dire juste en changeant son alimentation, on peut arriver à traiter ces pathologies-là. C'est super intéressant. Je revenais vers Madame El Boustati. Comment on peut contrôler les troubles alimentaires qui peuvent surgir, surtout dans cette période Covid, parce qu'en fait on est fort à ne rien faire. Et donc si on souffre diabète, hypertension, ok, tout ça, mais comment on fait pour un peu gérer son alimentation? Est-ce qu'on doit organiser ses journées différemment ou qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs? Le conseil que je donne, c'est d'abord quand on identifie un trouble du comportement alimentaire, donc c'est-à-dire qu'il y a une frustration, il y a une fringale répétée, une envie de sucre, donc on a une certaine addiction liée à un certain aliment. Donc là, ça pourrait être un trouble du comportement alimentaire qui est présent et qu'il faut bien sûr reconnaître, l'identifier, comprendre un peu l'origine, parce que c'est vrai que la première chose qu'on voit, c'est l'alimentation, problème alimentaire. Mais le problème est beaucoup plus profond, donc voir un petit peu la sphère émotionnelle, travailler sur la sphère physique, travailler indépendamment autour de toutes ces sphères-là. Donc, comment rééquilibrer un petit peu son alimentation pour les personnes avec cette période anxiogène? C'est clair que le stress est là. Stress chronique qui provoque pas mal de fringales, envie de sucre et qui va faire provoquer un cercle vicieux. Donc l'envie, on n'a pas faim, on a faim et puis on déclenche la faim. Le fait qu'il y a des pics de glycémie, puis on a des rechutes et puis ainsi de suite. Et ces envies, ces fringales à répétition vont provoquer indirectement à ces comportements alimentaires qui sont complètement perturbés. Donc comment rééquilibrer? Donc il faut tout simplement un peu d'organisation, un peu sans mettre de pression. Donc je le dis bien lors de mes consultations, c'est d'aller vraiment étape par étape. C'est d'essayer de se fixer un objectif à la fois sans se mettre de pression. C'est vrai que parfois on a envie de tout changer en une fois parce qu'on a la volonté de le faire là sur le moment même. Donc la motivation est là. C'est clair que c'est la clé pour pouvoir un peu changer. Et c'est vrai que si le patient n'a pas la motivation, n'a pas la volonté, malheureusement, voilà, on n'y arrivera pas en tant que thérapeute à faire des changements. Les conseils seront là, mais est-ce qu'ils sont mis d'application? C'est très difficile à savoir. Donc c'est important d'avoir cette volonté de l'entretenir et faire un certain entretien motivationnel. On le fait lors des consultations. Je pense bien avec aussi Erwin, le médecin ici à côté. Donc peut très bien, on fait quelque part cet entretien motivationnel. Mais se dire que comment rééquilibrer un peu son alimentation, c'est un minimum d'organisation et de voir où est-ce qu'il est le problème. Si c'est problème au niveau sucre, et on sait que le sucre provoque pas mal de soucis au niveau organique, c'est de réduire sa consommation. Comment la réduire? Comment identifier les sucres? C'est de comprendre un petit peu où est-ce qu'il est le sucre dans l'alimentation. C'est vrai qu'on parlait là tout à l'heure ensemble avec le docteur, c'est de se dire, oui, parfois des féculents, on les met pas dans la catégorie de sucre. On associe le sucre très souvent à des viennoiseries, à des gâteaux, à des pâtisseries, mais très peu on se dit, mais il y a des sucres complexes, des sucres naturels qui existent dans l'alimentation, tels que présents dans les féculents. Et si on consomme énormément de féculents dans notre assiette, oui, on peut provoquer certaines fringales qui vont entretenir un peu cette envie de sucre, malgré qu'on a réduit un peu ces sucreries à côté. Donc c'est important de travailler cet équilibre-là et d'aller vraiment étape par étape et progressivement travailler sur la sphère émotionnelle avec un thérapeute si on n'arrive pas à le faire seul. Et très souvent, je donne des petites astuces très naturelles en gérant ses émotions, en faisant un peu de respiration cardiaque, faire du repos digestif, faire du repos organique. Donc tous ces petits repos qui vont aider un petit peu à gérer un peu ses émotions naturellement. Et puis si on n'y arrive pas malgré tous ces moyens-là,
c'est de passer vers un thérapeute, un psychologue, pour pouvoir un petit peu en parler et identifier l'émotion. C'est vrai qu'il donne des cours de Qigong chez nous à l'Espace Santé c'est génial. Le Qigong, c'est de la relaxation tout aussi. C'est par rapport à la respiration et tout, c'est pas mal. Je connaissais pas non plus, moi j'ai découvert avec lui. Alors moi j'ai découvert ça lors d'une de mes formations endobiogénique où il y avait pas mal de formateurs qui pratiquaient un peu cette pratique. Ouais, c'était impressionnant. J'ai découvert du shiatsu aussi, qui était aussi très impressionnant, et de dire il y a pas mal de thérapies qui peut aider à gérer un peu tous ces soucis organiques et émotionnels. La méditation, le mindfulness aussi, c'est pas mal. Tout ce qui est relaxation, en fait, ça permet aussi de gérer les émotions. Tout à fait. Ça permet déjà de les reconnaître. Voilà. Oui, aussi. C'est essentiel, d'abord de reconnaître. Parce que si on le reconnaît, on l'identifie, on l'accepte, on arrive à mieux gérer ses compulsions. C'est vraiment indirectement lié. Je vais revenir un peu vers Monsieur Van Nuffel. Est-ce qu'une dérégulation émotionnelle peut mener à des troubles alimentaires ? Oui, certainement. Et donc là, on a fait déjà beaucoup des études. Par exemple, on sait très bien que l'anorexie, ça a des composants biologiques, mais ça a aussi beaucoup de composants psychologiques. Et donc, par exemple, le fait que une personne ne se sent pas bien dans la famille, s'il y a beaucoup trop de rigidité, perfectionnisme et tout ça, ça peut faire que quelqu'un va devenir anorexique, par exemple. Boulimie, la même chose. Il y a des composants biologiques là-dedans, génétiques, mais il y a aussi des facteurs psychologiques qui sont très importants. Et donc, mais c'est pour un peu tout. Hein. Donc, il y a toujours dans les deux directions que ça fonctionne. Et donc, quelqu'un qui est dépressif, qui est dépressif, et il va pas bien manger, mais quelqu'un qui ne mange pas bien peut développer une dépression. Alors, on a des auditeurs qui nous envoient des questions, en fait. Et donc, le régisseur me disait, ce serait chouette si on pouvait y répondre. Il y a un auditeur qui nous dit, voilà, j'ai une fille de 13 ans, elle a des envies alimentaires. Et comment je peux l'aider à 13 ans, parce que c'est le début de la puberté, à gérer ses envies alimentaires, à les contrôler, ou enfin voilà, contrôler pas trop, parce que sinon on va pas tomber dans l'anorexie. Mais comment on peut l'aider à peut-être gérer ses envies alimentaires? Oui, allez-y. D'un point de vue psy et puis d'un point de vue alimentaire, peut-être. On a déjà dit, donner l'exemple. Ça, c'est une bonne chose, parce que si la fille voit que le père est en train de manger du chips tous les soirs, elle va penser, ah oui, c'est normal. Et donc, c'est important de donner le bon exemple. C'est aussi important de faire de l'alimentation quelque chose de chouette. Et donc, par exemple, on peut avoir des événements où on va célébrer des choses avec une alimentation très variée pour montrer que l'alimentation, c'est quelque chose où on peut être joyeux et où on peut être ensemble, où on peut être créatif. Donc, il faut voir un peu aussi le caractère de la fille. Hein. Donc, il y a des gens qui aiment être créatifs et qui veulent participer. Et peut-être aussi au début de la puberté, prendre le temps de discuter aussi de ce qu'elle aime et de ce qu'elle aime pas. Tu dirais quoi, toi, Rachida? Et donner de la responsabilité. Oui, hein, voilà. Dans la puberté, ça c'est très important. Donc, il faut donner de la responsabilité et dire, voilà, qu'est-ce que toi tu penses qui est une alimentation saine? Est-ce que toi tu peux montrer à nous, les parents, comment est-ce qu'on doit manger saine? Et comme ça, la fille va dire, ah, je vais chercher. Mais je pense que les envies peuvent être aussi traitées comme chez l'adulte. Hein. Bon, pour cette jeune fille adolescente qui rentre dans une âge qui a quand même pas mal de perturbations, de changements au niveau corporel, c'est tout à fait normal que ça peut empiéter sur la biochimie cérébrale. Et donc, on crée ces compulsions, envie de sucre, de l'envie accrue. Et très souvent, on attire vers le sucré. Et surtout, il faut voir un peu son enfance. Est-ce que c'était un enfant qui avait pas envie de manger de légumes, qui était très réticent et qui avait développé le fameux néophobie alimentaire? Et très souvent, on connaît un petit peu dans les études que cette néophobie alimentaire qui est un peu la peur du nouveau et qu'on rejette un peu, et c'est très souvent lié aux légumes, et ça disparaît entre 10-12 ans. Donc elle est limite un petit peu là-dedans. Il faut un peu de patience, j'ai envie de dire, sans pression, sans contrôler, sans obliger quoi que ce soit, laisser faire, essayer de lui expliquer que l'alimentation n'est pas toujours le problème. Parce qu'on essaie de régler toujours le souci au niveau alimentaire, mais le souci est peut-être ailleurs, au niveau émotionnel.
qu'il faut gérer un peu, aider un peu à gérer. Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle a un stress chronique? Parfois, c'est des enfants qui s'expriment pas. Oui, surtout à l'adolescence, on a des changements d'humeur, donc du coup, et des changements hormonaux aussi, qui sont quand même importants chez les jeunes filles de 13 ans. C'est pas toujours évident. Et parfois aussi, moi, je trouve que l'opposition, c'est une manière de dire aux parents, j'ai aussi envie de contrôler un peu mon corps moi-même, et j'ai envie de décider un peu pour moi. Et pour ça, je trouve que c'est pas vraiment pathologique, c'est même plutôt normal, qu'un jeune s'oppose. On connaît très bien. Oui, mais qu'un jeune s'oppose, c'est tout à fait normal. C'est comme un enfant de 3 ans, quoi. Je veux dire, c'est un peu normal, un peu classique. Le contraire est inquiétant. Oui, c'est ça. C'est les adolescents. Nous, on dit c'est les adolescences blanches qui sont inquiétantes. Donc il faut essayer de pas vouloir trop contrôler. Justement, le mot contrôle avait un peu tiqué chez tout le monde, mais il faut essayer de pas vouloir trop contrôler l'enfant. Ça, c'est quand même assez important. Et puis je rebondis sur cette question parce que beaucoup de parents forcent leur enfant à manger, et ça crée parfois des tensions autour du repas. Qui sont compliqués à gérer après, parce que du coup on associe quelque chose de négatif et des conflits à l'alimentation, et du coup ça reste après. Donc moi je dis souvent aux parents dans mes consultations, s'il vous plaît, présentez l'assiette, mais ne forcez pas les enfants à manger. Une fois que c'est fini, qu'ils veulent plus, c'est qu'ils ont plus faim, c'est qu'ils veulent plus. Et puis un enfant, ça se laisse pas mourir de faim. Donc ça, beaucoup de parents ont du mal à l'entendre. Exactement. Et donc ce qui peut être intéressant souvent, c'est de voir avec son médecin où en est l'enfant sur sa courbe de croissance. Donc c'est pour ça qu'on fait régulièrement des courbes de croissance qui permettent de voir où en est l'enfant. Un enfant qui est sur une courbe qui est la même depuis sa petite enfance, qui a 3 ans, 5 ans, 12 ans, 13 ans, et qui reste sur la même courbe, qui n'a pas perdu de poids, qui n'a pas changé de courbe de croissance, est un enfant qui globalement gère correctement ses apports alimentaires. Et donc, s'il décide qu'aujourd'hui il ne veut pas manger, parce que effectivement il est dans une phase d'opposition, ou parce que ce qu'on lui présente lui fait peur, est nouveau, quoi que ce soit, eh bien soit, ça ira mieux la prochaine fois. Oui, exactement. Voilà. Donc vraiment, décrispez-vous autour de l'alimentation, chers auditeurs. Il faut vraiment pas stresser, parce que sinon ça risque d'être vécu très négativement vis-à-vis des enfants. Enfin, on peut dire ça comme ça. Mais quand même, il faut toujours observer les signaux, parce que ça peut être indicatif qu'il y a quelque chose. Si un enfant tout d'un coup ne mange plus, ou mange quelque chose tout à fait différent. Donc, oui, ça reste quand même une manière de s'exprimer, comme disait le docteur Girard tout à l'heure. Un enfant, un bébé, il peut s'exprimer qu'avec son corps et son alimentation. Un petit enfant n'a pas toujours les capacités à élaborer. Et même un ado, parfois une peine de cœur, on va s'arrêter de manger, on n'a plus vraiment le moral. Et donc il faut pouvoir l'entendre. Parfois, c'est difficile d'en parler aux parents. Il y a des choses, on n'a pas toujours envie de tout dire. Et c'est vrai que ça peut arriver qu'on ait l'appétit coupé suite à une petite peine de cœur ou quelque chose comme ça. Bon, ou un problème plus important à l'école. À l'école, du harcèlement, etc. Exactement. Il y a plein de... Mais le garder comme un signal d'autre chose. Oui. Se dire que le problème n'est peut-être pas dans l'assiette. Exact. Oui. Parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit, c'est l'assiette. Mais il faut aller beaucoup plus à l'arrière, vraiment beaucoup plus profond, et voir un peu les autres sphères que l'alimentation. Et donc, n'hésitez pas à vous faire aider, ou même en parler au médecin généraliste qui évaluera s'il faut réorienter vers un psychologue, un diététicien, si nécessaire, parce que ces inquiétudes, elles peuvent venir se crisper autour de l'assiette de l'enfant et finalement générer des conflits. Il faut éviter d'être en conflit autour de son enfant et vouloir absolument le contrôler sur tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaite. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur les intolérances alimentaires aussi, on n'en a pas encore parlé. Docteur Girard, comment est-ce qu'on peut détecter une intolérance alimentaire en tant que médecin ? Alors, une intolérance alimentaire, c'est pas tant le médecin qui le détecte que le patient. Ah oui. Puisqu'en fait, une intolérance alimentaire, c'est le fait de ne pas bien digérer un aliment. Donc, si on prend par exemple l'exemple de l'intolérance au lactose, eh bien, ça veut dire que quand vous absorbez du lactose, donc le sucre qui est contenu naturellement dans le lait, eh bien, votre intestin n'a pas la capacité de l'absorber et de le transformer. Et donc, ce sucre va rester dans votre intestin. Et comme nous le disions tout à l'heure, nous avons plein de gentilles bactéries, mais qui, quand elles ont plein de sucre autour d'elles, ont tendance à fermenter. Et du coup, ça pose pas mal de problèmes, des soucis, de diarrhée, de flatulence, de ballonnement. Et donc, globalement, une intolérance alimentaire va se traduire par des soucis au niveau de la digestion. Donc, on se sent ballonné, on se sent
on a des soucis de diarrhée, on a des soucis d'alternance entre des diarrhées, des constipations. On peut avoir des réactions cutanées aussi ? Alors, pas sur une intolérance. Une intolérance, c'est vraiment quelque chose, c'est un problème de digestion. Donc, ça se manifeste sur des problèmes digestifs. Nausées, vomissements, diarrhée, vraiment, c'est du digestif. Il faut vraiment se dire, c'est quelque chose que je mange et mon corps n'est pas capable de l'absorber. Donc, ça se passe pas bien. Oui, voilà. Donc ça, en général, c'est le patient qui vient avec ces plaintes-là et vous vous dites, ah bah oui, il y a peut-être une intolérance et on va faire une petite évaluation. Et on réfléchit un petit peu à voir ce que c'est. Non, c'est une intolérance. On le voit pas. Et donc la meilleure solution pour détecter une intolérance, c'est l'anamnèse. On pose la question aux gens. Tiens, voilà, quand est-ce que ça arrive, votre intolérance ? Ah, vos problèmes, c'est surtout en fin de matinée. Ah, là, on va penser au lactose, parce que c'est une intolérance qui est très très fréquente et qui arrive avec l'âge en fait. Quand on est petit, on absorbe beaucoup de lait. L'être humain est fait pour être nourri de lait et donc il a beaucoup d'enzymes qui digèrent le lait et avec le temps, on en a de moins en moins. Tout le monde. La question, c'est avec quel stock on partait au départ. Ceux qui partent avec un très gros stock vont être très vieux avec un petit stock. Ceux qui partent avec un tout petit stock au départ vont arriver à l'adolescence ou à l'âge adulte avec quasiment plus, en tout cas plus suffisamment pour digérer un grand verre de lait. Ah oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc ça, c'est vraiment purement l'anamnèse. Et d'ailleurs, tout patient qui pense avoir un problème, par exemple, parce que voilà, je parle du lait parce que c'est quelque chose de très fréquent, peut tout simplement faire le test. C'est quelque chose qui est très très simple. Vous arrêtez de consommer des produits laitiers pendant une semaine. Si les symptômes disparaissent, vous reprenez un très grand verre de lait. Et les symptômes réapparaissent. Vous êtes intolérant au lactose. Exactement. Après, voilà, discuter ou voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut le réintroduire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus consommer de lait. C'est la quantité, dose de tolérance. Oui, parce que c'est vrai, finalement, moi j'ai un enfant qui est intolérant au lactose. En fait, on a déjà fait plein de prises de sang quand il était petit. Je voyais bien qu'il se tortillait dans tous les sens, il pleurait, etc. On ne trouvait pas ce que c'était. Et je disais, mais écoutez, il a mal au ventre. Mais non, c'est des coliques. Je dis, bah non, c'est pas des coliques. Je vois bien que c'est pas des coliques. Je vous dis qu'il a mal. Ça se voit quand même qu'il a mal. Et en fait, à 2 ans et demi, on l'a fait souffler dans un genre de masque comme ça. Enfin, il avait 2 ans et demi, quoi. Et à 2 ans et demi, on a vu qu'il était intolérant au lactose. Mais de toute façon, en effet, quand on arrêtait le lactose, il allait bien, et quand on reprenait le lactose, il allait mal. Donc, du coup, c'est vrai qu'on savait. Et les prises de sang donnaient rien, en fait, parce que les prises de sang, on voit rien du tout, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas évident de détecter ça. Et puis, il y a des parents qui ont, par exemple, des enfants qui sont intolérants au lactose, qui pleurent tout le temps, ils pètent un plomb, les parents, ils comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Mais pourquoi ils pleurent tout le temps ? Mais en fait, il faut sentir que si l'enfant, il pleure, c'est qu'il essaye de dire quelque chose. Un enfant qui pleure beaucoup, il essaye de vous dire, soit il a mal, soit il est triste, soit il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de détecter les intolérances. Alors, par contre, il faut rappeler effectivement à nos auditeurs que l'intolérance au lactose chez l'enfant, c'est rare. C'est vrai ? Oui. Ah bon. Je viens de l'apprendre aussi parce que le matériau enzymatique est beaucoup plus important. Normalement, ils sont là. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, chez le jeune adulte, très fréquent. Souvent, plus fréquent chez le jeune adulte. Plus on vieillit. Plus on vieillit, plus on a de risque d'être intolérant au lactose. Surtout si quelqu'un consomme énormément et surtout en liquide, parce que là la concentration en lactose est beaucoup plus importante que par exemple en yaourt. Le yaourt, il y a presque rien du tout de lactose, comme il y a des présences de bactéries, donc les fameux lactobacillus, et donc c'est pour ça qu'on appelle yaourt. Donc l'indicatif yaourt signifie qu'il y a des présences de bactéries, et ces bactéries se nourrissent de lactose. Donc quelque part, ça arrive très moindrement dans l'intestin. Et donc, on arrive à gérer. Et c'est vrai que parfois, ils sont perdus en disant, mais pourquoi le yaourt, j'y arrive à le digérer et pas le lait ? C'est tout simplement, c'est parce que la quantité, la dose de tolérance est complètement différente. Oui, il y a certains fromages aussi, les mentales. Je sais qu'il y a beaucoup moins de lactose, par exemple. Donc, c'est d'ailleurs d'où le terme intolérance. Donc, c'est une question de tolérance. Voilà. C'est un niveau seuil. Voilà. Il faut pas passer le seuil. Donc, il faut écouter son corps. Exactement. Voilà. Tout à fait. Bon, on a encore un petit quart d'heure devant nous. On va s'arrêter quelques minutes, chers auditeurs, mais on revient pour la toute dernière partie de l'émission. On parlera encore de 2-3 petites choses au niveau de la santé et de l'alimentation. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Je vous dis à tout de suite. On termine avec nos spécialistes. Chers auditeurs, vous êtes de retour dans votre émission Santé pour tous. Nous étions en train de parler... De quoi nous parlions juste avant la pause ? Rappelez-moi les invités, je ne sais plus. De pathologie, de diabète. Ah oui, ben oui, justement, on parlait justement du fait... Parce que
en off, il faut savoir que la conversation continue, chers auditeurs. Malheureusement, vous n'avez pas droit à nos petits débats et tout, mais en off, on continue. Et du coup, je perds le fil. On parlait justement du fait que rien qu'en changeant son alimentation, on pouvait impacter le diabète et l'hypertension. Et alors qu'on ne doit même pas prendre de traitement. C'est-à-dire, juste en changeant son alimentation, on peut arriver à traiter ces pathologies-là. C'est super intéressant. Je revenais vers Madame El Boustati. Comment on peut contrôler les troubles alimentaires qui peuvent surgir, surtout dans cette période Covid, parce qu'en fait on est fort à ne rien faire. Et donc si on souffre diabète, hypertension, ok, tout ça, mais comment on fait pour un peu gérer son alimentation? Est-ce qu'on doit organiser ses journées différemment ou qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs? Le conseil que je donne, c'est d'abord quand on identifie un trouble du comportement alimentaire, donc c'est-à-dire qu'il y a une frustration, il y a une fringale répétée, une envie de sucre, donc on a une certaine addiction liée à un certain aliment. Donc là, ça pourrait être un trouble du comportement alimentaire qui est présent et qu'il faut bien sûr reconnaître, l'identifier, comprendre un peu l'origine, parce que c'est vrai que la première chose qu'on voit, c'est l'alimentation, problème alimentaire. Mais le problème est beaucoup plus profond, donc voir un petit peu la sphère émotionnelle, travailler sur la sphère physique, travailler indépendamment autour de toutes ces sphères-là. Donc, comment rééquilibrer un petit peu son alimentation pour les personnes avec cette période anxiogène? C'est clair que le stress est là. Stress chronique qui provoque pas mal de fringales, envie de sucre, et qui va faire provoquer un cercle vicieux. Donc l'envie, on n'a pas faim, on a faim, et puis on déclenche la faim. Le fait qu'il y a des pics de glycémie, puis on a des rechutes, et puis ainsi de suite. Et ces envies, ces fringales à répétition vont provoquer indirectement à ces comportements alimentaires qui sont complètement perturbés. Donc comment rééquilibrer? Donc il faut tout simplement un peu d'organisation, un peu sans mettre de pression. Donc je le dis bien lors de mes consultations, c'est d'aller vraiment étape par étape. C'est d'essayer de se fixer un objectif à la fois sans se mettre de pression. C'est vrai que parfois on a envie de tout changer en une fois parce qu'on a la volonté de le faire là sur le moment même. Donc la motivation est là. C'est clair que c'est la clé pour pouvoir un peu changer. Et c'est vrai que si le patient n'a pas la motivation, n'a pas la volonté, malheureusement, voilà, on n'y arrivera pas en tant que thérapeute à faire des changements. Les conseils seront là, mais est-ce qu'ils sont mis d'application? C'est très difficile à savoir. Donc c'est important d'avoir cette volonté de l'entretenir et faire un certain entretien motivationnel. On le fait lors des consultations. Je pense bien avec aussi Erwin, le médecin ici à côté. Donc peut très bien, on fait quelque part cet entretien motivationnel. Mais se dire que comment rééquilibrer un peu son alimentation, c'est un minimum d'organisation et de voir où est-ce qu'il est le problème. Si c'est problème au niveau sucre, et on sait que le sucre provoque pas mal de soucis au niveau organique, c'est de réduire sa consommation. Comment la réduire? Comment identifier les sucres? C'est de comprendre un petit peu où est-ce qu'il est le sucre dans l'alimentation. C'est vrai qu'on parlait là tout à l'heure ensemble avec le docteur, c'est de se dire, oui, parfois des féculents, on les met pas dans la catégorie de sucre. On associe le sucre très souvent à des viennoiseries, à des gâteaux, à des pâtisseries, mais très peu on se dit, mais il y a des sucres complexes, des sucres naturels qui existent dans l'alimentation, tels que présents dans les féculents. Et si on consomme énormément de féculents dans notre assiette, oui, on peut provoquer certaines fringales qui vont entretenir un peu cette envie de sucre, malgré qu'on a réduit un peu ces sucreries à côté. Donc c'est important de travailler cet équilibre-là et d'aller vraiment étape par étape et progressivement travailler sur la sphère émotionnelle avec un thérapeute si on n'arrive pas à le faire seul. Et très souvent, je donne des petites astuces très naturelles en gérant ses émotions, en faisant un peu de respiration cardiaque, faire du repos digestif, faire du repos organique. Donc tous ces petits repos qui vont aider un petit peu à gérer un peu ses émotions naturellement. Et puis si on n'y arrive pas malgré tous ces moyens-là, c'est de passer vers un thérapeute, un psychologue, pour pouvoir un petit peu en parler et identifier l'émotion. Erwin, il donne des cours de Qigong chez nous à l'Espace Santé Famille. C'est génial. Le Qigong, c'est de la relaxation tout aussi. C'est par rapport à la respiration et tout, c'est pas mal. Top. Je connaissais pas non plus, moi j'ai découvert avec lui. Alors moi j'ai découvert ça lors d'une de mes formations endobiogénique où il y avait pas mal de formateurs qui pratiquaient un peu cette pratique. Ouais, c'était impressionnant. J'ai découvert du shiatsu aussi, qui était aussi très impressionnant, et de dire il y a pas mal de thérapies qui peut aider à gérer un peu tous ces soucis organiques et émotionnels. La méditation, le mindfulness aussi, c'est pas mal. Tout ce qui est relaxation, en fait, ça permet aussi de gérer les émotions. Tout à fait. Ça permet déjà de les reconnaître. Voilà. Oui, aussi. C'est essentiel, d'abord de reconnaître. Parce que si on le reconnaît, on l'identifie, on l'accepte, on arrive à mieux gérer ses compulsions. C'est vraiment indirectement lié. Je vais revenir un peu vers Monsieur Van Nuffel. Est-ce qu'une dérégulation émotionnelle peut mener à des troubles alimentaires ?
Oui, certainement. Et donc là, on a fait déjà beaucoup des études. Par exemple, on sait très bien que l'anorexie, ça a des composants biologiques, mais ça a aussi beaucoup de composants psychologiques. Et donc, par exemple, le fait que une personne ne se sent pas bien dans la famille, s'il y a beaucoup trop de rigidité, perfectionnisme et tout ça, ça peut faire que quelqu'un va devenir anorexique, par exemple. Boulimie, la même chose. Il y a des composants biologiques là-dedans, génétiques, mais il y a aussi des facteurs psychologiques qui sont très importants. Et donc, mais c'est pour un peu tout. Hein. Donc, il y a toujours dans les deux directions que ça fonctionne. Et donc, quelqu'un qui est dépressif, qui est dépressif, et il va pas bien manger, mais quelqu'un qui ne mange pas bien peut développer une dépression. Alors, on a des auditeurs qui nous envoient des questions, en fait. Et donc, le régisseur me disait, ce serait chouette si on pouvait y répondre. Il y a un auditeur qui nous dit, voilà, j'ai une fille de 13 ans, elle a des envies alimentaires. Et comment je peux l'aider à 13 ans, parce que c'est le début de la puberté, à gérer ses envies alimentaires, à les contrôler, ou enfin voilà, contrôler pas trop, parce que sinon on va pas tomber dans l'anorexie. Mais comment on peut l'aider à peut-être gérer ses envies alimentaires? Oui, allez-y. D'un point de vue psy et puis d'un point de vue alimentaire, peut-être. On a déjà dit, donner l'exemple, ça c'est une bonne chose, parce que si la fille voit que le père est en train de manger du chips tous les soirs, elle va penser, ah oui, c'est normal. Et donc, c'est important de donner le bon exemple. C'est aussi important de faire de l'alimentation quelque chose de chouette. Et donc, par exemple, on peut avoir des événements où on va célébrer des choses avec une alimentation très variée pour montrer que l'alimentation, c'est quelque chose où on peut être joyeux et où on peut être ensemble, où on peut être créatif. Donc, il faut voir un peu aussi le caractère de la fille. Hein. Donc, il y a des gens qui aiment être créatifs et qui veulent participer. Et peut-être aussi au début de la puberté, prendre le temps de discuter aussi de ce qu'elle aime et de ce qu'elle aime pas. Tu dirais quoi, toi, Rachida? Et donner de la responsabilité. Oui, hein, voilà. Dans la puberté, ça c'est très important. Donc, il faut donner de la responsabilité et dire, voilà, qu'est-ce que toi tu penses qui est une alimentation saine? Est-ce que toi tu peux montrer à nous, les parents, comment est-ce qu'on doit manger saine? Et comme ça, la fille va dire, ah, je vais chercher. Mais je pense que les envies peuvent être aussi traitées comme chez l'adulte. Hein. Bon, pour cette jeune fille adolescente qui rentre dans une âge qui a quand même pas mal de perturbations, de changements au niveau corporel, c'est tout à fait normal que ça peut empiéter sur la biochimie cérébrale. Et donc, on crée ces compulsions, envie de sucre, de l'envie accrue. Et très souvent, on attire vers le sucré. Et surtout, il faut voir un peu son enfance. Est-ce que c'était un enfant qui avait pas envie de manger de légumes, qui était très réticent et qui avait développé le fameux néophobie alimentaire? Et très souvent, on connaît un petit peu dans les études que cette néophobie alimentaire qui est un peu la peur du nouveau et qu'on rejette un peu, et c'est très souvent lié aux légumes, et ça disparaît entre 10 12 ans. Donc elle est limite un petit peu là-dedans. Ouais. Il faut un peu de patience, j'ai envie de dire, sans pression, sans contrôler, sans obliger quoi que ce soit, laisser faire, essayer de lui expliquer que l'alimentation n'est pas toujours le problème. Parce qu'on essaie de régler toujours le souci au niveau alimentaire, mais le souci est peut-être ailleurs, au niveau émotionnel. Il faut gérer un peu, aider un peu à gérer. Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle a un stress chronique? Parfois, c'est des enfants qui s'expriment pas. Oui, surtout à l'adolescence, on a des changements d'humeur, donc du coup, et des changements hormonaux aussi, qui sont quand même importants chez les jeunes filles de 13 ans. C'est pas toujours évident. Et parfois aussi, moi, je trouve que l'opposition, c'est une manière de dire aux parents, j'ai aussi envie de contrôler un peu mon corps moi-même et j'ai envie de décider un peu pour moi. Et pour ça, je trouve que c'est pas vraiment pathologique, c'est même plutôt normal, hein, qu'un jeune s'oppose. On connaît très bien. Oui, mais qu'un jeune s'oppose, c'est tout à fait normal. C'est comme un enfant de 3 ans, quoi. Je veux dire, c'est un peu normal, un peu classique. Le contraire est inquiétant. Oui, c'est ça. Hein, c'est les adolescents. Nous, on dit c'est les adolescences blanches qui sont inquiétantes. Donc il faut essayer de pas vouloir trop contrôler. Justement, le mot contrôle avait un peu tiqué chez tout le monde, mais il faut essayer de pas vouloir trop contrôler l'enfant. Ça, c'est quand même assez important. Et puis je rebondis sur cette question parce que beaucoup de parents forcent leur enfant à manger et ça crée parfois des tensions autour du repas.
qui sont compliquées à gérer après parce que du coup, on associe quelque chose de négatif et des conflits à l'alimentation. Et du coup, ça reste après. Donc, moi, je dis souvent aux parents dans mes consultations, s'il vous plaît, présentez l'assiette, mais ne forcez pas les enfants à manger. Une fois que c'est fini, qu'ils veulent plus, c'est qu'ils ont plus faim, c'est qu'ils veulent plus. Et puis, un enfant, ça se laisse pas mourir de faim. Donc ça, beaucoup de parents ont du mal à l'entendre. Exactement. Et donc, ce qui peut être intéressant souvent, c'est de voir avec son médecin où en est l'enfant sur sa courbe de croissance. Donc, c'est pour ça qu'on fait régulièrement des courbes de croissance qui permettent de voir où en est l'enfant. Un enfant qui est sur une courbe qui est la même depuis sa petite enfance, qui a 3 ans, 5 ans, 12 ans, 13 ans, et qui reste sur la même courbe, qui n'a pas perdu de poids, qui n'a pas changé de courbe de croissance, est un enfant qui, globalement, gère correctement ses apports alimentaires. Et donc, s'il décide qu'aujourd'hui, il ne veut pas manger, parce que effectivement il est dans une phase d'opposition ou parce que ce qu'on lui présente lui fait peur, est nouveau, quoi que ce soit, eh bien soit, ça ira mieux la prochaine fois. Oui, exactement. Voilà. Donc vraiment, décrispez-vous autour de l'alimentation, chers auditeurs. Il faut vraiment pas stresser parce que sinon, ça risque d'être vécu très négativement vis-à-vis des enfants. Enfin, on peut dire ça comme ça. Mais quand même, il faut toujours observer les signaux parce que ça peut être indicatif qu'il y a quelque chose. Si un enfant, tout d'un coup, ne mange plus ou mange quelque chose tout à fait différent. Donc, oui, ça reste quand même une manière de s'exprimer, comme disait le docteur Girard tout à l'heure. Un enfant, un bébé, il peut s'exprimer qu'avec son corps et son alimentation. Un petit enfant n'a pas toujours les capacités à élaborer. Et même un ado, parfois une peine de cœur, on va s'arrêter de manger, on n'a plus vraiment le moral. Et donc il faut pouvoir l'entendre. Parfois, c'est difficile d'en parler aux parents. Il y a des choses, on n'a pas toujours envie de tout dire. Et c'est vrai que ça peut arriver qu'on ait l'appétit coupé suite à une petite peine de cœur ou quelque chose comme ça. Bon, ou un problème plus important à l'école. À l'école, du harcèlement, etc. Exactement. Il y a plein de Mais le garder comme un signal d'autre chose. Oui. Se dire que le problème n'est peut-être pas dans l'assiette. Exact. Oui. Parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit, c'est l'assiette. Mais il faut aller beaucoup plus à l'arrière, vraiment beaucoup plus profond et voir un peu les autres sphères que l'alimentation. Et donc, n'hésitez pas à vous faire aider ou même en parler au médecin généraliste qui évaluera s'il faut réorienter vers un psychologue, un diététicien, si nécessaire, parce que ces inquiétudes, elles peuvent venir se crisper autour de l'assiette de l'enfant et finalement générer des conflits. Il faut éviter d'être en conflit autour de son enfant et vouloir absolument le contrôler sur tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaite. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur les intolérances alimentaires aussi. On n'en a pas encore parlé. Docteur Girard, comment est-ce qu'on peut détecter une intolérance alimentaire en tant que médecin ? Alors, une intolérance alimentaire, c'est pas tant le médecin qui le détecte que le patient. Ah oui. Puisqu'en fait, une intolérance alimentaire, c'est le fait de ne pas bien digérer un aliment. Donc, si on prend par exemple l'exemple de l'intolérance au lactose, eh bien, ça veut dire que quand vous absorbez du lactose, donc le sucre qui est contenu naturellement dans le lait, eh bien, votre intestin n'a pas la capacité de l'absorber et de le transformer. Et donc, ce sucre va rester dans votre intestin. Et comme nous le disions tout à l'heure, nous avons plein de gentilles bactéries, mais qui, quand elles ont plein de sucre autour d'elles, ont tendance à fermenter. Et du coup, ça pose pas mal de problèmes, des soucis, de diarrhée, de flatulence, de ballonnement. Et donc, globalement, une intolérance alimentaire va se traduire par des soucis au niveau de la digestion. Donc, on se sent ballonné, on a des soucis de diarrhée, on a des soucis d'alternance entre des diarrhées, des constipations. On peut avoir des réactions cutanées aussi ? Alors, pas sur une intolérance. Une intolérance, c'est vraiment quelque chose, c'est un problème de digestion. Donc, ça se manifeste sur des problèmes digestifs. Nausées, vomissements, diarrhée, vraiment, c'est du digestif. Il faut vraiment se dire, c'est quelque chose que je mange et mon corps n'est pas capable de l'absorber. Donc, ça se passe pas bien. Oui, voilà. Donc ça, en général, c'est le patient qui vient avec ces plaintes-là et vous dites, il y a peut-être une intolérance et on va faire une petite évaluation. Et on réfléchit un petit peu à voir ce que c'est. Non, c'est une intolérance. On le voit pas. Et donc la meilleure solution pour détecter une intolérance, c'est l'anamnèse. On pose la question aux gens. Tiens, exactement. Quand est-ce que ça arrive, votre intolérance ? Vos problèmes, c'est surtout en fin de matinée. Là, on va penser au lactose, parce que c'est une intolérance qui est très très fréquente et qui arrive avec l'âge en fait. Quand on est petit, on absorbe beaucoup de lait. L'être humain est fait pour être nourri de lait et donc il a beaucoup d'enzymes qui digèrent le lait et avec le temps, on en a de moins en moins. Tout le
le monde. La question, c'est avec quel stock on partait au départ. Ceux qui partent avec un très gros stock vont être très vieux avec un petit stock. Ceux qui partent avec un tout petit stock au départ vont arriver à l'adolescence ou à l'âge adulte avec quasiment plus, en tout cas plus suffisamment pour digérer un grand verre de lait. Ah oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc ça, c'est vraiment purement l'anamnèse. Et d'ailleurs, tout patient qui pense avoir un problème, par exemple, parce que voilà, je parle du lait parce que c'est quelque chose de très fréquent, peut tout simplement faire le test. C'est quelque chose qui est très très simple. Vous arrêtez de consommer des produits laitiers pendant une semaine. Si les symptômes disparaissent, vous reprenez un très grand verre de lait et les symptômes réapparaissent. Vous êtes intolérant au lactose. Exactement. Après, voilà, discuter ou voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut le réintroduire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus consommer de lait. C'est la quantité, Mais la voilà. dose de tolérance. Oui, parce que c'est vrai, finalement, moi j'ai un enfant qui est intolérant au lactose. En fait, on a déjà fait plein de prises de sang quand il était petit. Je voyais bien qu'il se tortillait dans tous les sens, il pleurait, etc. On ne trouvait pas ce que c'était. Et je disais, mais écoutez, il a mal au ventre. Mais non, c'est des coliques. Je dis, bah non, c'est pas des coliques. Je vois bien que c'est pas des coliques. Je vous dis qu'il a mal. Ça se voit quand même qu'il a mal. Et en fait, à 2 ans et demi, on l'a fait souffler dans un genre de masque comme ça. Enfin, il avait 2 ans et demi, quoi. Et à 2 ans et demi, on a vu qu'il était intolérant au lactose. Mais de toute façon, en effet, quand on arrêtait le lactose, il allait bien, et quand on reprenait le lactose, il allait mal. Donc, du coup, c'est vrai qu'on savait. Et les prises de sang donnaient rien, en fait, parce que les prises de sang, on voit rien du tout, Non, quoi. on voit rien. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas évident de détecter ça. Et puis, il y a des parents qui ont, par exemple, des enfants qui sont intolérants au lactose, qui pleurent tout le temps, ils pètent un plomb, les parents, ils comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais pourquoi ils pleurent tout le temps? Mais en fait, il faut sentir que si l'enfant, il pleure, c'est qu'il essaye de dire quelque chose. Un enfant qui pleure beaucoup, il essaye de vous dire, soit il a mal, soit il est triste, soit il y a quelque chose, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de détecter les intolérances. Alors, par contre, il faut rappeler effectivement à nos auditeurs que l'intolérance au lactose chez l'enfant, c'est rare. C'est vrai? Oui. Ah bon. Je viens de l'apprendre aussi parce le que matériau enzymatique est beaucoup plus important. normalement chez ils sont l'enfant. là. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Par contre, chez le jeune adulte, très 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 fréquent. souvent, ouais. plus fréquent chez le jeune adulte. Plus on vieillit, Plus on vieillit, en fait. plus on a de risque d'être intolérant Intolérant au au lactose. lactose. Surtout si quelqu'un consomme énormément et surtout en liquide. Parce que là, la concentration en lactose est beaucoup plus importante que par exemple en yaourt. Le yaourt, il y a presque rien du tout de lactose. Comme il y a des présences de bactéries, donc les fameux lactobacillus, et donc c'est pour ça qu'on appelle yaourt. Donc l'indicatif yaourt signifie qu'il y a des présences de bactéries, et ces bactéries se nourrissent de lactose. Donc quelque part, ça arrive très moindrement dans l'intestin, et donc on arrive à gérer. Et c'est vrai que parfois ils sont perdus en disant mais pourquoi le yaourt j'y arrive à le digérer et pas le lait? C'est tout simplement parce que la quantité, la dose de tolérance est complètement différente. Oui, il y a certains fromages aussi, les La mentales. Je concentration sais de qu'il y a lactose beaucoup moins de est- lactose, par exemple. Donc, Et c'est tout à fait. on C'est peut d'ailleurs le manger. d'où le terme intolérance. Donc c'est une question de tolérance. Voilà. C'est un niveau seuil. Voilà. Il faut pas passer le seuil. Donc il faut écouter son corps. Exactement. Voilà. C'est Tout à fait. Bon, on a encore une toute petite, un petit quart d'heure devant nous. On va s'arrêter quelques minutes, chers auditeurs, mais on revient pour la toute dernière partie de l'émission. On parlera encore de 2-3 petites choses au niveau de la santé et de l'alimentation. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Je vous dis à tout de suite. On termine avec nos spécialistes.